Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup d'être venu ici. Merci aussi beaucoup pour le travail de captation qui va être fait sur la conférence. Donc, pour donner un peu de contexte, la conférence que je vais faire, c'était initialement, il y a 8 ans, un cours que j'avais fait auprès de ma classe de PCSI, à l'époque où j'étais prof de maths à PCSI. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé parce que un certain nombre de choses que j'abordais dans la conférence à l'époque sont maintenant des choses que vous avez vues en cours de SNT en seconde, que vous auriez dû voir en cours de SNT en seconde, pour les élèves dessus au moins. Mais on va quand même prendre le temps de redonner les définitions. Donc déjà, pour commencer, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'Internet. Internet, vous le savez, c'est un réseau d'ordinateurs. Alors quand on parle d'ordinateurs, souvent on pense à des ordinateurs portables ou des ordinateurs fixes. En fait, aujourd'hui, si on veut être complet, il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont simplement ce qu'on appelle des smartphones. En fait, un smartphone, c'est un ordinateur juste qui tient dans votre poche et qui peut se connecter à Internet, qui peut avoir une présence sur le réseau. Et puis, de plus en plus, on va avoir tout un tas d'objets qu'on appelle des objets connectés qui vont exister aussi sur le réseau. J'en parlerai peut-être un petit peu à la fin si vous avez des questions dessus, mais ça a des conséquences. Le fait que plein d'objets se connectent à Internet, ça a des conséquences sur certains systèmes. Donc, en fait, Internet, une fois que les ordinateurs ou les terminaux sont connectés, on va utiliser des applications ou des services qui tournent dessus. Alors, en général, il y a une petite confusion qui est faite, mais le web n'est qu'un seul des services. Donc, le web, c'est toute la partie d'Internet à laquelle vous accédez quand vous êtes à l'intérieur d'Internet. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du web et qui sont quand même sur Internet. Par exemple, des applications de messagerie instantanée ou différée, des applications de transfert de fichiers, légaux ou moins légaux. Des services qui permettent de contrôler la manière dont les horloges se synchronisent sur Internet, etc. Donc vous avez toute une ribambelle de services qui existent et qui sont disponibles ou qui utilisent Internet pour fonctionner. Bon, une fois qu'on a défini comment fonctionnait Internet, on va devoir définir ce que ça veut dire qu'Internet ne marche pas. Donc il y a plusieurs définitions possibles, il y a des définitions très techniques. Moi je vais utiliser des définitions assez simples pour dire qu'Internet ne marche pas. Donc la première manière pour laquelle Internet pourrait ne pas marcher, c'est si vous n'avez pas du tout Internet. Si vous n'avez aucun accès à Internet, en général tout le monde est d'accord avec moi pour dire que Internet est cassé, vous êtes censé avoir une connexion et pouvoir discuter avec d'autres machines. Alors de manière un peu plus spécifique, je vais considérer que si vous êtes connecté à Internet mais qu'un service auquel vous vous attendiez à pouvoir accéder ne fonctionne pas, par exemple votre réseau social préféré, je vais quand même considérer que c'est cassé. Alors pour l'anecdote, ce logo-là, pour dire si Facebook est cassé, je considère que c'est cassé, c'est un truc que j'utilise depuis très longtemps, mais vous le savez peut-être, l'an dernier, en octobre, donc il y a 2 mois, il y a eu une panne de Facebook qui a duré 4-5 heures. Alors c'était à un moment où les gens dormaient à peu près ici, mais il y a eu une panne d'Internet qui a affecté tous les services. Je vais en dire juste 2 mots parce que c'est une panne qui est intéressante à regarder. Donc c'était une panne interne pour les personnes qui sont dans l'entreprise Meta. Donc tous les services liés à Meta étaient cassés. Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp étaient inaccessibles. Donc normalement, une panne sur une entreprise devrait affecter uniquement les services de cette entreprise. Le problème, c'est qu'il existe un certain nombre de services sur Internet pour lesquels vous avez déjà vu ça, des trucs sur lesquels vous pouvez vous connecter en utilisant votre identifiant Facebook ou votre identifiant Google. C'est-à-dire que quand vous accédez à ce service-là, en fait, vous passez par un service qui dépend de Facebook, qui dit oui c'est bien la bonne personne ou non c'est pas bien la bonne personne et vous pouvez accéder au service. Donc, tous les sites sur lesquels vous auriez été enregistré en utilisant votre compte Facebook pendant cette panne étaient inaccessibles. Autrement dit, une panne qui aurait pu ne concerner qu'une entreprise, en fait, pouvait se retrouver à concerner énormément d'entreprises du fait que c'était utilisé. Bon, et alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu une panne qui a duré à peu près 5h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment donné, un de leurs serveurs a oublié d'annoncer où ils étaient sur Internet, c'est-à-dire l'adresse à laquelle on pouvait contacter ce serveur a cessé d'exister de leur point de vue. Et le problème, c'est que leur messagerie interne dépendait du fait qu'ils arrivent à communiquer entre leurs serveurs. Donc leur messagerie interne a cessé de fonctionner, ce qui veut dire que d'habitude, ils utilisaient leur messagerie interne pour poser des questions à d'autres employés qui auraient pu réparer le problème. Là, ils ne pouvaient pas, ils ont été obligés d'essayer de récupérer des numéros de téléphone. Donc quand quelqu'un était ami avec quelqu'un, ils avaient parfois le numéro de téléphone de la personne et du coup, ils pouvaient le contacter. Et tout leur système de communication interne ne marchait pas. Et quand les personnes sont arrivées quand les employés compétents sont arrivés devant les portes pour pouvoir ouvrir le des serveurs et les réparer, parce qu'évidemment, comme les serveurs avaient coupé leur accès à distance, on ne pouvait pas les réparer à distance, il fallait aller sur place. Mais en fait, les portes étaient fermées parce que les portes étaient commandées par un annuaire électronique qui était inaccessible lui aussi. Et donc les 5h30, c'est le temps de faire venir une personne avec une disqueuse
pour ouvrir à la disqueuse la porte du local des serveurs, accéder au local des serveurs et les réparer. C'est assez intéressant, je trouve, de voir comment comment une mauvaise panne, un problème de configuration, a donné une panne qui a duré aussi longtemps sur un service. Bon, la troisième manière dont un service peut être cassé, et alors là c'est un peu plus une opinion personnelle, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais je considère qu'Internet est cassé si vous êtes surveillé quand vous allez sur Internet. C'est-à-dire, je pense que les personnes Internet, son fonctionnement nominal, c'est que quand vous allez dessus, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière votre épaule et qui est en train de regarder ce que vous êtes en train de faire. Alors là, j'ai mis le logo de la NSA pour faire peur, parce que c'est eux qui sont très connus pour avoir des velléités d'aller regarder ce que font les gens sur Internet. Mais je considère qu'en général, si on peut regarder ce que je fais, c'est que Internet est cassé et il ne fonctionne pas de la manière dont je m'attends à ce qu'il fonctionne. Voilà, ça ce sera la prémisse pour la suite de ce que je vais raconter. Ok, alors comment ça fonctionne? Si on essaie de regarder un peu le fonctionnement, en général, on décrit Internet avec un fonctionnement par couche. Vous avez plusieurs couches qui s'empilent les unes par-dessus les autres. Donc je vais vous décrire ce modèle, il vaut ce qu'il vaut, j'en écris une version simplifiée en fait, le modèle OSI dont je parle, et en réalité un peu plus complexe que ça. Donc, la première couche, c'est la couche physique. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer entre eux, il faut qu'il y ait une connexion physique entre les deux, c'est-à-dire une transmission d'informations de l'un à l'autre. Cette couche physique, en général, c'est une onde électromagnétique, alors soit dans un câble en cuivre, soit ce que vous connaissez aussi, c'est une onde électromagnétique dans l'air. Quand vous êtes connecté en Wi-Fi ou en 3G ou en 4G, c'est des ondes électromagnétiques qui sont dans l'air. Soit des ondes électromagnétiques dans des fibres optiques, mais c'est vrai qu'en général, aujourd'hui, on utilise quasiment que des ondes électromagnétiques pour communiquer. On pourrait utiliser d'autres choses, mais c'est pas ce qu'on fait. Donc vous avez une couche physique. Ça, c'est une partie qui ne va pas du tout m'intéresser. Je vais demander à monsieur Flex si vous avez des questions là-dessus, parce que lui, il sera beaucoup plus compétent que moi. C'est pas une partie qui m'intéresse, je veux juste dire il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait une connexion entre deux objets pour qu'ils puissent communiquer. La couche liaison, c'est une couche qui est au-dessus, et alors, en fait, il s'agit de dire que c'est pas parce que vous mettez un bout de cuivre entre deux ordinateurs que forcément ils peuvent s'échanger des messages. Donc la couche liaison, elle vient là pour dire, si deux ordinateurs sont reliés par une couche physique, ben en fait, ils peuvent s'échanger des suites de 0 et de 1, parler de l'un à l'autre, et envoyer un message d'un ordinateur à un autre qui est relié sur la même connexion. Donc là, c'est pareil, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, il y a des choses informatiques et algorithmiques qui sont intéressantes derrière, mais c'est pas une partie sur laquelle je vais parler. Moi, je vais commencer à parler à partir de la couche réseau. La couche réseau, elle est plus intéressante, parce qu'en fait, il s'agit de dire que deux ordinateurs qui ne sont pas directement reliés arrivent quand même à communiquer. Autrement dit, je vais pouvoir envoyer un message d'un ordinateur à un autre sur le réseau, sans qu'ils soient directement reliés l'un à l'autre. Autrement dit, le message va passer de machine en machine jusqu'à arriver jusqu'au destinataire. Donc ça, c'est là où, le premier moment, on commence vraiment à parler de réseau. Vous n'avez plus des talkie-walkie, vous avez des appareils reliés à Internet, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la couche réseau. Par-dessus la couche réseau, on va rajouter la couche transport. En fait, un ordinateur peut être amené à parler avec plusieurs personnes en même temps, et on n'a pas envie que ces choses-là se mélangent. Vous n'avez pas envie que quand vous allez ouvrir un site web, un autre site web puisse lire ce que vous êtes en train de dire, vous n'avez pas envie que les données soient mélangées. Si vous êtes en même temps en train de faire un échange de fichiers, de communiquer avec un réseau instantané de communication et d'aller sur le web, vous n'avez pas envie que ces trois protocoles se mélangent. Donc la couche transport sert à distinguer les différents services que vous êtes en train d'utiliser sur votre machine. Je vous expliquerai après comment ça marche, mais c'est pas très difficile, c'est une couche en plus. Et puis la dernière partie, c'est que vous avez une couche applicative qui est juste dire que vous ne parlez pas le même langage, vous ne parlez pas de la même manière si vous êtes en train de parler à un navigateur web ou si vous êtes en train de parler à un réseau IRC ou à autre chose. Donc chaque application, chaque service vient avec son protocole, son protocole, donc sa manière de communiquer. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'un truc ne pouvait ne pas marcher s'il n'y avait plus de connexion. Et donc on va parler un peu de la carte qui est à droite, qui est la carte des câbles sous-marins, des câbles fibre optique sous-marins en Europe, en Europe de l'Ouest. Enfin, pas en Europe de l'Ouest, en Europe tout court. Alors on voit pas très bien, j'ai zoomé un peu. Si vous zoomez sur la carte, je vais m'intéresser en particulier à un petit pays qui s'appelle la Géorgie, qui est tout à droite, là, que vous voyez. Vous voyez la mer Noire, tout à droite, c'est la Géorgie. Alors je vous montre une carte de la Géorgie. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? La Géorgie, c'est un pays qui est coincé entre deux chaînes de montagnes, entre le Grand Caucase et le Petit Caucase. Et là, ce que vous voyez au tableau, c'est la ligne de chemin de fer, enfin, c'est les lignes de chemin de fer dans le pays. La ligne de chemin de fer part de la mer Noire et en gros remonte jusqu'à la capitale, qui est Tbilissi, puis ensuite continue vers l'Arménie. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de lignes de chemin de fer? Parce qu'une ligne de chemin de fer, c'est un endroit dans lequel c'est très facile d'avoir des boîtiers le long. Vous avez déjà en général des câbles qui sont tout le long des lignes de chemin de fer. Et donc si vous voulez rajouter une fibre optique, déjà les lignes de chemin de fer en général passent proche ou dans les grandes villes. Et si vous voulez rajouter une fibre optique dans un pays, ben en fait c'est facile, vous prenez votre fibre optique, vous ouvrez le boîtier, vous mettez votre fibre optique dedans, vous fermez le boîtier, puis vous avez une fibre optique qui va de n'importe quel endroit à n'importe quel endroit, le long des lignes de chemin de fer. Donc c'est assez pratique. Et il se trouve qu'en 2011, il y a une personne qui a
qui a ouvert le boîtier le long d'une ligne de chemin de fer et qui a récupéré et qui a cassé le câble qui était à l'intérieur. Alors cette personne-là, en fait, elle a fait ça parce qu'elle espérait tomber sur le cuivre et pouvoir le revendre au prix du cuivre. Et il se trouve que c'est pas de chance parce qu'en faisant ça, elle est tombée sur de la fibre optique et pas sur le cuivre. La fibre optique, ça vaut rien, donc c'est pas de chance. Et puis surtout, en faisant ça, en fait, elle a coupé Internet en Arménie. Parce que la connexion en Arménie pour Internet passe uniquement par cet endroit-là. C'est difficile d'avoir des connexions qui viennent d'ailleurs parce que les chaînes de montagne bloquent la possibilité d'avoir des lignes terrestres qui vont vers l'Est. Donc l'Arménie récupère Internet le long de la ligne de chemin de fer qu'on voit tous les 100 depuis ici à l'Arménie. Et donc c'est un peu comme taper sur le plus gros signal d'alarme du pays, quoi. Dans ce coup, il y a tout le monde qui sait qu'il y a quelque chose qui est un problème. Donc cette personne a été retrouvée, c'était une vieille dame de plus de 70 ans qui a été retrouvée très très vite et qui n'a pas été en prison parce que, eu égard à son grand âge, on l'a laissée en liberté. Elle a été retrouvée, il y a un petit interview d'elle dans la BBC, vous pouvez la voir, qui explique que bon, du cuivre, quoi. On pourrait se dire, si on regarde la carte, qu'en fait, en France, on ne va pas avoir ce problème, parce qu'on a beaucoup de connexions qui viennent depuis plein d'endroits. C'est vrai qu'à l'échelle de la France, ce serait difficile de couper Internet de cette manière-là en France. Vous avez de temps en temps des pannes, vous avez de temps en temps des câbles qui sont cassés, mais ça ne coupe pas Internet en France. Par contre, sur des échelles plus petites, ça peut se produire. Et c'est vrai qu'en fait, en 2011, à quelques mois de l'histoire que je viens de vous raconter, il y a un petit agriculteur, je ne sais pas s'il est petit ou pas, en Dordogne, qui a mis un coup de tractopelle pour creuser une tranchée où il plantait des vignes, et qui, en mettant un coup de tractopelle dans le boîtier France Télécom qui était au bout de sa tranchée, en fait, a cassé Internet en Dordogne pendant quelques années. Là encore, il y avait une ligne alternative, mais la ligne alternative, ils ont préféré ne pas basculer le réseau Internet dessus, parce que sinon, ça risquait de mettre en service les lignes de secours, vous savez, le 18, le 17, le 15, etc. Donc toutes les lignes ont été à ce moment-là basculées sur... Internet n'a pas été basculé dessus. Donc il y a eu une coupure qui a duré quelques heures le temps que les techniciens France Télécom viennent et réparent le problème. Donc voilà, ça c'était un premier exemple. Bon, alors donc, je vous ai dit, il y a plusieurs couches. Comment est-ce que ces couches fonctionnent? Ces couches fonctionnent par une encapsulation. Ce que je vais décrire ici maintenant, c'est l'encapsulation, autrement dit, comment est-ce qu'on fait au final pour que je sois capable, depuis mon ordinateur, d'envoyer une requête sur Internet, que la requête arrive jusqu'au mon destinataire puisse rédiger une réponse et que la réponse revienne jusqu'à moi. Donc c'est ça l'objectif, c'est comment est-ce qu'un message est acheminé de bout en bout comme ça. Alors en fait, j'ai utilisé une métaphore dans laquelle les ordinateurs sont des bâtiments et un logiciel qui tourne dans un ordinateur, c'est comme une personne qui habite à l'intérieur du bâtiment. Donc par exemple, imaginons j'ai deux bâtiments, moi j'habite à gauche, j'ai quelqu'un qui habite à droite, un ami, et j'aimerais bien que cet ami relise mes slides pour vérifier que j'ai pas écrit n'importe quoi dessus. Donc je vais écrire ça. Alors si vous connaissez le concept d'ami, en général on n'écrit pas des choses comme ça parce que généralement on perd ses amis, des choses comme ça. Donc pour éviter ça, en général on met des formules de politesse. Les formules de politesse, c'est ce que j'ai appelé la couche applicative, c'est-à-dire vous parlez en protocole avec une application, vous devez respecter la manière dont l'application espère recevoir des messages, sinon les trucs ne seront pas compris. Donc c'est en gros des formules de politesse. Donc voilà, bonjour, c'est un peu de temps, ce serait sympa, merci, etc. Bon, ensuite, cette couche-là, vous allez la mettre dans une enveloppe. Et dans l'enveloppe, vous allez écrire à qui vous parlez. Ça, c'est la couche transport, parce que vous êtes en train de donner le nom de la personne à qui vous adressez. Je ne suis pas encore en train de parler de quel bâtiment il s'agit. Je dis juste, la personne qui doit recevoir ce message-là, c'est telle application, donc telle personne, vous mettez le nom de la personne. Et en fait, vous voyez qu'au-dessus, ça revient à dire que devant les données applicatives, je vais rajouter des données devant qui vont servir à dire à qui je m'adresse spécifiquement. Bon, ensuite, vous allez dire de quelle adresse il s'agit et à quel endroit cette personne habite. Ça, c'est ce que je vais appeler la couche réseau. C'est donc des entêtes réseau qui vont encore être ajoutées dedans et qui vont servir à dire de quelle machine il s'agit. Bon, et ensuite, cette enveloppe-là, vous allez donc la fermer, la timbrer, et puis vous allez l'envoyer dans une boîte aux lettres. En fait, l'envoyer dans une boîte aux lettres, ça sert à dire quelle va être la prochaine étape sur le chemin. C'est-à-dire, je dis, là, je vais l'envoyer sur ma fibre optique, sur mon réseau Wi-Fi, sur peu importe, et je dis quelle est la machine qui doit récupérer ce paquet. Et donc voilà. Donc j'envoie ce paquet-là avec toutes mes couches qui sont dessus, sur le réseau. La couche liaison va dire à la première machine, la première étape, que c'est à elle que le paquet est destiné. Donc elle va pouvoir récupérer le paquet en question. Et à ce moment-là, elle va lire la couche réseau. Et en lisant la couche réseau, elle va pouvoir se dire ah tiens, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller renvoyer le message dans telle direction. Et donc elle va refabriquer un paquet avec une nouvelle couche liaison qui va cette fois-ci s'adresser à la machine suivante sur le chemin pour aller vers la destination. Et donc de proche en proche, comme ça, en rechangeant les couches liaison, ça va arriver jusqu'à la machine qui m'intéresse.
à chaque fois en étant guidé par la couche réseau qui, elle, ne bouge pas d'une machine à l'autre, qui sert à dire quelle va être la destination finale du paquet. Quand le paquet arrive sur la machine finale dit ah, d'après la couche réseau, c'est pour moi, donc elle récupère le message, elle enlève la couche réseau et elle dit ah, bah, d'après la couche, je peux lire la couche transport, et la couche transport va m'indiquer à quelle application il faut transmettre le paquet application qui ensuite va transmettre par exemple le paquet qui sera adressé au logiciel Firefox sur une machine. D'accord? Vous avez ce système où on encapsule les données et on change l'encapsulation d'une fois sur l'autre. Alors, il faut faire une petite distinction, par contre, la métaphore que j'ai utilisée, la métaphore postale, elle a une limite, qui est une limite importante pour la suite, qui est que quand vous envoyez un paquet par la poste, les personnes, elles n'ont pas le droit d'aller regarder ce qu'il y a dedans. C'est interdit. Il y a une loi qui interdit aux gens d'ouvrir votre courrier, sauf si le courrier se perd, ça peut arriver, dans ce cas-là, pour essayer d'identifier qui vous êtes. Mais sinon, en général, c'est complètement interdit d'aller lire votre courrier, et le fait que l'enveloppe soit fermée permet de garantir que le courrier n'a pas été ouvert. Sur Internet, il n'y a pas quelque chose comme ça. Sur Internet, a priori, vous envoyez un message, tous les nœuds intermédiaires pourront lire la totalité de ce que vous avez écrit et de ce que vous allez recevoir derrière. C'est-à-dire tous les machines intermédiaires voient passer le trafic qui passe par là. Pour éviter que ce soit trop, pour permettre d'avoir un peu de sécurité, de confidentialité sur Internet, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise du chiffrement. Donc, autrement dit, on va envoyer des messages qui vont être chiffrés sur le réseau. Quand vous vous mettez d'accord sur une clé en général entre vous et votre interlocuteur, donc c'est pas vous qui le faites directement, c'est votre navigateur par exemple qui s'occupe de faire ça. Et donc la communication est chiffrée entre vous et votre destinataire, ce qui permet d'éviter que les sommets intermédiaires puissent voir ce que vous écrivez. Alors je tiens quand même à préciser que il y a du coup un certain nombre d'informations qui sont cachées. Donc ça vous savez, hein, le truc du cadenas, c'est le même cadenas que vous avez à chaque fois que vous allez sur une adresse en HTTPS et que vous avez un petit cadenas qui apparaît dans un coin et qui vous dit tout va bien, les communications sont chiffrées. Ce qui est systématiquement le cas quand vous allez lire vos mails, quand vous allez rentrer votre carte bleue quelque part. Enfin, on utilise ces trucs-là de manière assez massive aujourd'hui. Donc le contenu du message est caché. Par contre, il faut faire attention, il y a un certain nombre d'informations qui passent quand même. C'est-à-dire, si vous êtes dans une communication chiffrée, on peut quand même savoir qui vous êtes, parce qu'il faut bien pouvoir vous renvoyer la réponse, donc on sait quelle est votre adresse. On va savoir également à qui vous êtes en train de vous adresser, puisqu'on va pouvoir dire vous êtes telle personne, vous vous adressez à telle personne, pour pouvoir envoyer votre information de l'autre côté. Et on sait quelle quantité d'informations vous allez envoyer. Et en fait, ça déjà, ça peut donner beaucoup d'informations sur ce que vous faites. J'en reparlerai un peu plus tard, mais il ne faut pas négliger le fait que même quand une communication est chiffrée, en fait, vous avez des informations qu'on peut retrouver sur vous et sur ce que vous avez fait sur Internet. Ok, donc maintenant on va parler de la couche réseau dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire autrement dit, comment est-ce qu'on envoie un paquet d'une machine à une autre distance. Globalement, sans rentrer trop dans les détails, les machines ont des adresses, qui sont des adresses qui s'écrivent comme celle qui est à droite, là, une adresse sur 4 chiffres, enfin sur 4 nombres. Et ce que j'ai écrit dessus, là, dire une adresse égale une machine, c'est en fait faux, c'est plus compliqué que ça. Il y a des adresses qui se partagent des machines, et des machines qui se partagent des adresses. Donc c'est plus compliqué. On va juste retenir qu'il y a des adresses, et donc on a des adresses qui sont dessus, et qui sont donc des nombres qui servent à indiquer où vous êtes. Et donc si vous prenez la forme des paquets dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, dans la partie réseau, qui est la partie qui m'intéresse ici, quelque part, vous allez mettre votre adresse et l'adresse de votre destinataire. Donc l'adresse de la source du message, l'adresse de la destination du message sont mises côte à côte à l'intérieur du paquet. Alors c'est important de les avoir ici. En fait, un des intérêts d'avoir ça, c'est que si à un moment donné on veut que le message revienne à son expéditeur, vous inversez les deux informations, et pouf, le message repart vers son expéditeur, donc c'est assez rapide à calculer. Et il faut que ce soit un endroit bien défini dans le paquet pour que les machines ne soient pas obligées d'aller chercher l'information quand elles font transiter des routeurs qui vont transiter beaucoup d'informations sur les fibres optiques ou autres. En fait, doivent aller très très vite pour envoyer les paquets aux bons endroits. Et donc il faut que l'adresse soit toujours au même endroit pour pouvoir la trouver exactement à cet endroit-là. C'est toujours sur le nombre en question. Bon, alors quel est le problème? Les adresses, je vous ai dit, elles sont sur 4 nombres, et les nombres sont compris entre 0, 0, 0, 0 et 255, 255, 255, 255. Combien y a-t-il d'adresses différentes? Ça fait combien de possibilités? Alors, c'était 2 puissance 32. 2 puissance 32, c'était combien? À peu près 4 milliards et quelques, quoi. On est d'environ 4 milliards d'adresses. Et en fait, 4 milliards, c'est pas énorme, parce que si vous y réfléchissez bien, ça fait moins d'une adresse par personne aujourd'hui. Donc à l'époque où ça a été créé, les gens disaient « Ah, 4 milliards, on n'aura jamais besoin d'autant ». Mais à l'époque, un ordinateur, ça valait super cher, et puis personne n'en utilisait, et puis si on l'utilisait, c'était pas de manière connectée.
Aujourd'hui, en fait, 4 milliards, ça commence à être un peu restreint et il y a des problèmes de pénurie d'adresses. Alors, comment ces adresses ont été réparties? Parce que là, tout à l'heure, je vous ai montré l'adresse. L'adresse que j'ai montrée tout à l'heure, c'est la mienne, en fait. C'est l'adresse d'un serveur que je loue. Donc, c'est une adresse qui est à moi. Comment est-ce que les gens se sont mis d'accord pour dire que cette adresse était à moi? En fait, pour que les gens se mettent d'accord, il y a une autorité internationale. Alors, quand je dis autorité internationale, il faut comprendre aux États-Unis, c'est implicite. Donc, il y a une autorité internationale qui s'appelle IANA qui a fait une répartition des adresses entre 5 grandes zones. Donc, les zones, c'est l'Amérique du Nord, Amérique centrale et latine, Europe, Russie, Moyen-Orient, Asie-Pacifique et Afrique. Donc, il y a 5 gros pôles de répartition des adresses. La répartition de toutes les adresses, des 4 milliards d'adresses, a été terminée en 2011. C'est-à-dire depuis 2011, l'IANA n'a plus de réserve d'adresses IP. Et donc, c'est fini. Il n'y a plus d'adresse IP. Donc, la répartition finale, je peux vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. C'est-à-dire, si vous regardez, en fait, en bas à droite, l'Amérique du Nord a 40% des adresses. Donc, États-Unis, Canada. Europe, Moyen-Orient et Russie, c'est 20% à peu près. Pareil pour Asie-Pacifique. Sachant que sur Asie-Pacifique, il y a quand même une grosse partie qui est récupérée principalement par le Japon. Et puis après, vous avez 3% pour l'Afrique, 4% pour l'Amérique latine. Ça tient compte évidemment du contexte de développement économique des régions au moment où la répartition s'est faite. Mais si aujourd'hui, ces régions-là et cette répartition économique changent, en fait, c'est trop tard. Les adresses IP sont déjà réparties, il n'y a plus d'adresses IP à répartir, il n'y en a plus. Donc c'est un peu dommage. À ça s'ajoute le fait que chacun de ces organismes, chacune de ces 5 zones, s'est vu allouer une certaine quantité d'adresses à répartir. Donc vous voyez là, la fin de la répartition c'est 2011. Là, le graphe commence en 2013. En 2013, il y avait un peu de rab, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, voilà, on n'a vraiment pas donné beaucoup à l'Amérique latine et à l'Afrique, donc ils leur ont donné des blocs en plus. Chaque bloc, là, vous voyez la graduation en ordonnée, c'est 1/256e des adresses. Donc à chaque fois que vous avez 1, ça représente 1/256e. Et vous voyez qu'en 2013, ce qu'on a tout en haut, c'est l'Afrique. On leur a donné 4 blocs plus de 4 blocs d'avance. Et puis les autres sont globalement sur des systèmes où ils ont réparti. Donc globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a plus d'adresse IP nulle part aujourd'hui. Là, j'ai arrêté le graphe en 2020. Si vous avancez de 4 ans, il n'y a plus nulle part où il reste des adresses IP à redistribuer. Donc la seule chose qu'on sait faire, c'est récupérer l'adresse IP de quelqu'un pour la redonner à quelqu'un d'autre. Alors les centres de zone non plus. Après, les opérateurs locaux peuvent en avoir en rab. C'est-à-dire, si vous allez chez Orange ou chez Free, ils ont sans doute des adresses IP qui ne sont pas encore utilisées. Ils peuvent avoir de nouveaux clients ou de nouveaux clients. Mais la répartition par zone, elle est terminée. Alors pourquoi est-ce que c'est embêtant? C'est embêtant parce que si vous aujourd'hui vous voulez avoir un site web, vous voulez que votre site web soit accessible, il faut que votre ordinateur qui héberge votre site web soit accessible, qu'il ait une adresse IPv4. Donc vous avez besoin d'avoir des adresses IP. C'est en fait important pour le développement des services en ligne. Et donc les pays qui ont une faible répartition, trop peu d'adresses au départ, en fait ça peut bloquer leur développement sur Internet. Aujourd'hui, ça a des conséquences au niveau mondial sur la répartition des adresses. Alors on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on se limite à 32 bits pour l'adresse IP? Pourquoi est-ce qu'on les met sur 4 nombres? On pourrait les écrire sur plus? Tout simplement parce que pour les écrire sur plus, il faut changer toutes les machines qui s'occupent de faire le routage. Celles dont je vous ai dit qu'elles allaient chercher l'adresse à un endroit bien particulier dans chaque paquet. Si l'adresse n'est plus à cet endroit-là mais ailleurs, il faut que les machines soient adaptées pour savoir lire et comprendre que les adresses sont écrites ailleurs. Donc ça nécessite de changer absolument toutes les machines, de mettre à jour toutes les machines qui servent à faire du routage sur Internet. Ça a commencé il y a longtemps. On a maintenant un système qui s'appelle IPv6, donc qui remplace IPv4, celui dont je parlais. Au lieu de mettre les adresses sur 32 bits, on les met sur 128 bits. Vous avez une idée de combien d'adresses ça fait 128 bits? Donc ça fait 2 puissance 128. Pour avoir un ordre de grandeur, je trouve que c'est pas très explicite. Donc pour donner un ordre de grandeur, ça fait 1 milliard de milliards d'adresses par millimètre carré de surface habitable sur Terre. Donc là c'est bon. On en a beaucoup en tout cas. On peut les répartir, donc je ne vous donne jamais une adresse IPv6. Je vous donne quelques milliards d'adresses IPv6 et puis on vous demande de vous débrouiller avec. Donc là on en a vraiment, on pense suffisamment jusqu'à assez longtemps. Mais le problème, c'est que le déploiement est très long. Et les personnes qui ont accès à Internet en IPv6, là vous voyez sur le graphe qui est à droite, ça représente environ 35% des utilisateurs et utilisatrices d'Internet aujourd'hui. Alors la courbe elle est très épaisse parce que ça varie en fonction, il y a des pays qui l'ont plus ou moins développé, des zones géographiques qui l'ont plus ou moins développé. Donc en fonction de l'heure du jour pour laquelle vous regardez, le pourcentage d'utilisateurs ou d'utilisatrices qui peut se connecter en IPv6 change en fonction de l'heure de la journée.
Mais globalement, ça représente que 30%. 30% c'est trop peu, parce que si vous lancez un commerce et que vous créez un site web et que votre site web n'est accessible que par 30% de votre base de clients ou clientes potentielles, globalement, vous n'arriverez pas à avoir, vous ne serez pas viable. Donc c'est pas suffisant pour que les gens puissent se lancer vraiment dessus. Ça augmente progressivement, donc le pourcentage augmente. On aimerait bien à terme que tout le PV6 fonctionne, sachant qu'il continue à y avoir des ratés. Donc en fait, souvent, quand vous avez des problèmes sur les configurations Internet, ça arrive qu'on voit le conseil aller dans votre configuration, désactiver IPv6, parce qu'il y a des services que vous faites sur IPv6, donc tout est sur IPv4 encore, parce que c'est là-dessus qu'il y a des clients. Donc si vous désactivez IPv6, il y aura pas de problème. Mais du coup, en ayant désactivé IPv6, vous ne pourrez pas accéder au prochain service, donc ça empêche les gens de basculer. Vous voyez, il y a un système de cercle vicieux qui existe, qui empêche d'aller là-dessus. Ok, on va maintenant parler d'un autre protocole qui est assez utile. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se rappellent de l'adresse IPv4 que j'ai montré tout à l'heure, qui commençait par 51 pour 158? Vous vous rappelez des deux derniers? 153, 158. Je crois que c'était ça. Mais en fait, là, vous avez cette adresse IP. En fait, c'est. Alors, déjà, ça, c'est une seule personne, merci. Merci de me relier les blagues. En réalité, c'est assez pénible pour nous, humains, de retenir cette adresse IP. Et franchement, je ne vous conseille pas de la retenir, c'est-à-dire si vous avez le droit d'oublier. Hein. Enfin, j'espère que demain, vous l'aurez oublié et que ça ne va pas remplacer les cours de physique dans votre tête. Ce serait dommage. En fait, les adresses IP sont assez pénibles à retenir. Ce qu'on aime bien retenir, nous, c'est des phrases. Et donc, le protocole DNS, comme Domain Name Server, c'est un protocole très simple qui dit juste qu'on donne un nom de domaine et on récupère l'adresse qui lui correspond en échange. D'accord? Donc, c'est un truc pour éviter de devoir mémoriser des suites de nombres pénibles à retenir. On a ce protocole. Alors, de la même manière, si je vous dis, pour la quadrature.net, si je vous dis tout le monde s'est mis d'accord pour dire que l'adresse de la quadrature.net c'est cette adresse-là, bah, je pose la question de savoir qui a décidé. Pareil, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde se mette d'accord? Et donc, de la même manière, il existe une autorité internationale, vous avez compris, des États-Unis, qui s'appelle l'ICANN, qui n'est pas la même chose que la dernière, qui elle s'occupe de répartir les noms de domaine. Donc ce qu'a fait l'ICANN, c'est qu'ils ont créé plein de suffixes, on appelle ça des TLD ou des suffixes, donc plein de suffixes qui servent à dire à quoi servent, quelles peuvent être les fins d'adresse sur le web. Donc vous connaissez sans doute .org et .com. .org et .com, vous les avez très certainement déjà croisés. En fait, la différence entre les deux, c'est que .org c'est pour les organisations à but non lucratif et .com c'est pour les organisations à but commercial. Donc c'est ça la différence. Donc, théoriquement, si vous ne vendez pas de produit, vous devriez plutôt sans doute être sur un .org. Si votre objectif c'est de vendre quelque chose, plutôt sur un .com. Alors il y a eu aussi des noms qui ont été créés, donc par exemple .gov pour les instances gouvernementales. Alors c'est implicite, hein, c'est gouvernemental des États-Unis. Vous n'aurez pas un .gov sur un truc. .edu, c'est pour les universités des États-Unis. Alors il y a quelques exceptions parce qu'au départ, certaines universités étrangères aux États-Unis ont pu avoir un .edu. Par exemple, l'école polytechnique en France est très très fière d'avoir un polytechnique.edu. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, si vous créez une nouvelle école, vous n'aurez pas un .edu pour votre école. C'est juste plus possible. C'est devenu explicite que c'est réservé aux grandes écoles des États-Unis. Il y a des noms qui ont été créés pour tous les pays. Donc chaque pays a son domaine. .uk pour la Grande-Bretagne, .fr pour la France. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le .tv, l'histoire du .tv? Donc .tv, en fait, contrairement à ce que son utilisation pourrait laisser suggérer, donc par exemple là-dessus vous pourriez trouver twitch.tv par exemple. En fait, ça ne correspond pas du tout à la télévision, ça correspond c'est un autre domaine de pays aussi, qui correspond aux îles Tuvalu, qui est un archipel en Océanie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'archipel en question a eu des offres pour vendre leur nom de domaine et autoriser d'autres personnes à le gérer à leur place. Et ils ont attendu un peu, ils ont laissé monter les enchères. Aujourd'hui, ça représente 10% de leur PIB. Il y a plein de TLD, plein de suffixes qui ont été créés récemment. Donc .bu, par exemple, il n'y a pas de piège, c'est pour les gens qui aiment bien la couleur bleue. Le bleu, la couleur. Vous pouvez créer un .bu, vous avez .pic, ce que vous voulez. Il y a plein de noms de domaines qui ont été créés. Ils ont aussi ouvert la possibilité pour certaines entreprises de créer des suffixes. Donc par exemple en France, il existe un .SNCF. La SNCF s'est créé son suffixe, a payé ce qu'il fallait pour avoir son suffixe. Donc il existe des suffixes, c'est autre chose. Alors j'ai un peu triché sur la manière dont ça fonctionne. En fait, si vous voulez vraiment savoir comment fonctionnent les demandes, en général, vous ne demandez pas directement à une machine qui vous donne la réponse, parce qu'il n'y a pas de machine qui connaît la totalité des DNS de tout Internet, c'est trop compliqué. Donc en général, ce que vous faites, c'est que vous allez demander à un serveur, genre celui qui gère le .net, vous allez lui dire j'aimerais bien connaître l'adresse de www.laquadrature.net, et il va vous dire c'est pas moi qui le gère, en fait c'est une autre machine, donc il va m'envoyer l'adresse de la machine qui gère laquadrature.net. À ce moment-là, je vais dire à laquadrature.net, qui gère. Vous allez demander à un fichier qui va vous dire qui gère le .net.
Vous allez demander à ce truc-là qui gère la quadrature.net, qui va vous dire bah, c'est pas moi qui le gère, parce que voilà, il va m'envoyer vers le serveur qui gère tous les la quadrature.net. Là, à ce moment-là, vous allez demander, et à ce moment-là, le serveur de la quadrature.net va directement vous répondre et vous dire l'adresse correspondant à www. La division, ce n'est pas toujours aux endroits où sont les points, mais c'est quand même souvent à l'endroit où c'est le point qu'il y a une division. C'est comme ça. Et il y a encore un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'en général, c'est pas vous qui faites ces suites de demandes-là. En général, vous passez par votre fournisseur d'accès qui va faire les demandes à votre place et vous envoyer directement la réponse. Donc, en général, vous configurez vos connexions, c'est le cas par défaut, pour dire que quand vous êtes connecté par exemple chez Orange, Free, etc., en fait, les requêtes DNS sont envoyées à ces fournisseurs d'accès qui vont faire les requêtes à votre place et vous envoyer la réponse. D'accord? C'est un fonctionnement simple. On a presque envie de se dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ça. Alors la première chose, c'est que le trafic DNS, c'est en fait, le trafic DNS entre votre machine et le reste du réseau, c'est en fait un trafic que je vais considérer comme sensible. Autrement dit, ça véhicule des informations sur vous. Et le truc qui est intéressant à voir, c'est que quand vous voulez vous connecter sur un site, vous allez donc avoir une requête DNS auprès de votre fournisseur d'accès, puis ensuite vous allez avoir l'adresse du site, vous allez communiquer avec le site directement. Le truc qui est intéressant, c'est que même si la communication avec le site est chiffrée, la communication DNS, elle, ne l'est pas. Ce qui veut dire que votre DNS peut savoir quelle adresse vous avez demandé à consulter et peut avoir des informations sur le fait que vous avez voulu consulter un nom de domaine particulier. Il n'aura pas accès à ce que vous faites dessus, donc par exemple, il peut savoir que vous êtes connecté sur votre navigateur mail, enfin votre serveur mail préféré. Il ne saura pas ce que vous avez échangé, il ne pourra pas lire le contenu de vos mails puisque c'est chiffré. Par contre, il saura que vous êtes connecté dessus. Alors, vous pouvez vous dire, moi, les adresses, les sites web que je contacte, je m'en fiche de savoir que quelqu'un sache que j'ai contacté. Je vais vous donner un exemple quand même. Imaginez par exemple que vous vous connectiez régulièrement sur des sites d'information, donc là j'ai par exemple santé-cancer.fr, des sites d'information sur des maladies. En fait, quelqu'un qui voit ça pourrait se douter du fait que vous soyez en bonne santé, et si c'est quelqu'un qui cherche à vous recruter plus tard, en fait c'est une information qui va l'intéresser beaucoup. Parce que pour un employeur, recruter quelqu'un qui pourrait potentiellement être malade, en fait ça peut être moins intéressant pour cette personne que de recruter quelqu'un qui est en bonne santé. C'est de la discrimination, c'est illégal, on n'a pas le droit de discriminer les personnes qu'on recrute sur leur état de santé, sauf si c'est des inaptitudes au travail. Là, c'est quelque chose d'un peu spécifique. Et sinon, on n'est pas censé avoir le droit de faire de la discrimination là-dessus. Mais si l'information est accessible, vous ne pouvez pas prouver que cette information n'a pas été utilisée. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'important de garantir le fait que l'on ne regarde pas ce que vous êtes en train de faire, parce que ça garantit le fait que vous ne soyez pas victime de discrimination en fonction de ça par la suite. Or, le DNS, il passe par des nœuds et il est visible par le fournisseur d'accès. Au moins par le fournisseur d'accès. Alors ça peut être visible par d'autres personnes également. Parce que souvent, quand votre fournisseur d'accès a une panne de DNS, on trouve souvent sur les forums le conseil de changer votre adresse DNS et d'utiliser 8.8.8.8. Alors, je le mentionne comme ça. En fait, c'est pratique 8.8.8.8 parce que c'est facile à retenir. Or, quand votre DNS est mort, on ne peut pas avoir un nom facile à retenir. Vous êtes obligé d'avoir des noms. Vous voyez l'idée, parce que justement, c'est le DNS qui sert à remplacer le nom par des noms. Donc, quand votre DNS est mort, vous êtes obligé d'avoir une adresse et de connaître le nom de cette adresse. 8.8.8.8, c'est facile à retenir. Et effectivement, si vous configurez votre connexion pour utiliser 8.8.8, vous allez avoir un serveur DNS derrière. Serveur DNS qui appartient à la société Google. Donc vous avez le droit de ne pas faire confiance à Google, ça vous regarde, vous avez le droit de leur confier toutes vos données, vous pourriez dire, bof quand même. Et puis surtout, comme le serveur en question est situé sur le territoire des États-Unis, une simple requête de la NSA oblige Google à fournir toutes les informations sur les sites que vous avez souhaité consulter sur simple demande. C'est obligé de le faire, parce que ça traverse des frontières de l'État. Donc en fait, ça a l'air facile à configurer, mais si vous laissez votre ordinateur comme ça, ensuite définitivement, tous les sites que vous allez consulter seront enregistrés sur un serveur aux États-Unis et pourront éventuellement vous desservir par la suite. Ça, à la limite, vous pouvez dire, c'est un peu de la paraméla, on va avancer. En France, on a un autre problème, dont je vais parler maintenant, et c'est le décret 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant des actes terroristes ou en faisant l'apologie, et des sites diffusant des images à présentation de mineurs à caractère pornographique. Pour parler de ça, je vais commencer par un avertissement, quelque chose qui est de bon sens. Je ne suis évidemment pas pour la diffusion de messages à caractère terroriste ou pédopornographique, c'est évidemment pas ce que je vais défendre ici. Je vais essayer de vous expliquer en quoi consiste le décret, comment il fonctionne, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que, même si on est opposé à la diffusion de messages terroristes et à caractère pédopornographique, je pense qu'il est légitime de questionner la manière dont ça a été fait à l'intérieur du décret. Donc le principe du décret est simple. Si à un moment donné, l'autorité administrative, c'est-à-dire un service de la police, déclare qu'un site
contient un contenu terroriste ou à caractère pédopornographique, il le met sur une liste bloquée. Et à partir de ce moment-là, si vous allez poser la question à un serveur DNS, quelle est l'adresse de ce site-là, au lieu de vous donner l'adresse DNS du serveur que vous souhaitez contacter, à la place, il vous donne une fausse adresse. Le DNS ment, et les DNS sont programmés pour mentir, et vous envoyez vers, à la place, un site du ministère de l'Intérieur qui contient ce truc-là, et vous disant que vous avez été redirigé vers ce site. Alors ça, c'était l'image au début. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je l'ai récupéré. Ils ont viré la main parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un symbole, une organisation politique, je sais pas quoi, donc ça ressemble sans doute plus vraiment à ça. Peu importe. Théoriquement, si vous faites des choses correctement, vous ne devriez jamais arriver sur ce site. Hein, je veux dire, théoriquement. Quelques points intéressants à souligner. Première chose, donc, il n'y a pas de juge, pas de recours. Ça veut dire que si le service dont j'ai parlé de la police décide de faire bloquer votre site web, bah, votre site web sera bloqué. Et vous n'avez pas moyen de dire non, en fait, je n'ai pas de contenu. C'est très difficile en fait d'obtenir gain de cause parce que ça ne passe pas devant un juge. La décision elle est prise de manière univoque par le service de la police, ensuite votre site est bloqué. Si vous avez un site commercial et que vous dépendez des recettes de ce site commercial pour vivre et qu'il se retrouve bloqué, bah, c'est de la chance pour vous, mais vous n'avez pas vraiment recours pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai écrit sur le territoire. Alors, c'est un truc un peu bizarre, mais en fait, diffuser des messages à caractère pédopornographique ou terroriste, c'est illégal. Donc, on est d'accord là-dessus et c'est normal que ce soit illégal. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous avez un ordinateur qui est branché à Internet et qui diffuse ce genre de message, ben, il n'y avait pas besoin d'une nouvelle loi en 2015. Il y avait simplement un truc qui disait que c'était illégal d'héberger ou de partager des contenus de ce type-là. Et donc, à ce moment-là, ben, vous avez des policiers qui font une perquisition chez vous, qui saisissent du matériel informatique, qui font une expertise dessus, qui constatent qu'il y a du matériel illégal dessus, et puis vous avez un procès, vous êtes condamné, vous allez faire de la prison, et vous allez demander à payer, peu importe. Vous avez un processus judiciaire assez classique. Or, ce qui a été dit pendant les discussions au sujet de ce décret, de la loi qui a conduit à ce décret par la suite, par M. Pietrasanta, qui était le rapporteur de la loi, c'est qu'on ne peut pas justifier la passivité des pouvoirs publics pour des contenus hébergés à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si au lieu de mettre le contenu illégal sur votre serveur en France, vous le faites héberger aux îles Caïmans sur un serveur que vous louez auprès d'une entreprise louche, et ben, les policiers français n'ont pas le droit d'aller aux îles Caïmans et de récupérer et de saisir du matériel informatique d'une entreprise qui leur appartient pas. On n'a pas le droit d'aller dans un autre pays avec des policiers, c'est interdit. Enfin, on ne peut pas faire ça. Or, on ne peut pas laisser les gens avoir cette simple astuce, entre guillemets, pour aller mettre du contenu illégal et le partager en France. Parce que le fait que le contenu soit hébergé à l'étranger, pour Internet, ça ne fait pas une condition, on peut accéder partout. Donc c'est ça qu'il disait, on ne peut pas rester sans rien faire si le contenu est hébergé à l'étranger. Sauf que si vous lisez la loi ou le décret, il n'y a absolument aucune contrainte sur le fait que les sites soient hébergés à l'étranger pour avoir une mesure de blocage de ce type-là. Parce que si c'était vraiment la raison, j'aurais pu dire, quand le truc est hébergé en France, vous respectez la procédure, à savoir perquisition, saisie du matériel, expertise, condamnation, et il n'y a rien dans la loi, ni dans le décret qui oblige à faire ça. Alors le point d'après qui pose problème, c'est les logs. C'est-à-dire, je vous ai dit, en fait, si vous avez un DNS menteur, on va vous donner une mauvaise adresse IP. Ça veut dire que votre ordinateur va se connecter sur la mauvaise adresse IP et dire j'aimerais bien accéder à des contenus que vous avez considérés comme terroristes ou pédopornographiques, et vous êtes en train de dire ça au ministère de l'Intérieur. Donc la question s'est posée immédiatement de savoir héberger du contenu c'est illégal, mais essayer de consulter du contenu illégal, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, vous ne devriez pas être condamné pour ça. Donc la question c'est quand vous êtes redirigé vers un site du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur fait de cette information? Est-ce qu'il la conserve ou pas? Alors le ministère de l'Intérieur a dit nous on ne conserve rien, on ne garde aucune trace. Et quand j'ai raconté ça à un ami, donc je vais digresser un peu, on va parler un peu, j'ai un ami historien à qui j'ai toujours raconté ça. Et il m'a donné la note suivante. En 1804, il y a eu le premier référendum organisé en France pour savoir si Napoléon Bonaparte allait devenir consul à vie. Vous en avez sans doute entendu parler en histoire. Donc, premier référendum organisé, enfin, premier référendum universel, c'est-à-dire les hommes majeurs avaient le droit de voter. C'est ça, hein, je ne suis pas d'accord avec ça non plus, mais voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, dans toutes les communes de France, on a fait voter les gens sur le fait que, pour se montrer sur la question, est-ce que Napoléon Bonaparte allait devenir consul à vie. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de système d'urne et de vote, c'était le premier référendum universel, donc en fait, ce qu'il y avait, c'était des papiers sur lesquels les gens écrivaient je suis pour ou je suis contre avec leur nom et nom de prénom. Donc il n'y avait pas d'anonymat. Et pour compenser ça, il avait été dit par Napoléon Bonaparte qu'évidemment, une fois que les registres seraient ramenés à la capitale et comptés, ils seraient évidemment détruits pour ne pas permettre de pouvoir sanctionner des personnes qui se seraient prononcées contre une fois que Bonaparte serait effectivement devenu consul à vie. Bon, les registres en question sont consultables de l'Archive de France aujourd'hui, vous pouvez aller les lire.
Et j'ai fait ça pendant des années et je suis vraiment allé les lire. Donc voilà un extrait d'un registre que j'ai pris moi-même en photo en allant à Saint-Denis pour aller au nouveau bâtiment d'Archives de France. Donc vous avez Napoléon Bonaparte sera-t-il conçu la vie, voilà, c'est ici là. Et puis son pour l'affirmative, son pour la négative. C'est un des rares registres parmi le millier que j'ai vu défiler à peu près. C'est un peu moins, peut-être 500. C'est un des rares registres sur lesquels les gens qui ont voté contre, il a été élu conçu la vie avec 99,77% des voix. Donc ça va. Mais en fait, vous pouvez retrouver aujourd'hui des personnes qui s'étaient à l'époque prononcées contre. Et ça dit des choses. C'est-à-dire, quand le gouvernement vous dit qu'ils ne conservent pas de log, vous avez le droit de choisir de leur faire confiance. Je n'en dis pas plus. Alors, deux exemples d'anecdotes de situations pour lesquelles il y a eu des problèmes. Le premier, c'est un site qui s'appelait islamicnews-news.info en 2015. C'est le premier site pour lequel les gens ont appris qu'il était bloqué. À l'époque, c'était passé dans la presse, donc vous pouvez voir des coupures de presse disant 10 problèmes posés par l'attention d'islamicnews.info. Dans les problèmes en question, il y a le fait que le site islamicnews.info n'hébergeait pas de contenu terroriste. En fait. Il était hébergé en France, chez OVH. C'était un serveur qui était loué par un ancien étudiant de Sciences Po qui s'intéressait aux questions du Proche-Orient et qui remettait des rediffusions de dépêches d'Al Jazeera, la chaîne d'information du Moyen-Orient, et il n'y avait absolument aucun contenu illégal, comme vous pourriez constater en allant regarder les archives du site qui ont été conservées par ailleurs. Le site a été bloqué de toute façon à un moment où la personne qui avait fait ce site-là, l'ancien étudiant surtout qui avait fait ça, qui était français aussi, et pas de problème, avait arrêté de payer l'hébergement, donc en fait le site était hors ligne à ce moment-là, au moment où il a été bloqué. Mais c'est comme ça que j'ai eu la capture d'écran tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, beaucoup de personnes dans la communauté qui s'intéressent à ces questions-là avaient partagé l'adresse, et donc si vous essayiez à ce moment-là d'aller sur cette adresse, vous étiez redirigé vers le site de message d'intérieur. Donc c'était ça le truc. Un autre exemple, alors ça va peut-être un peu moins vous parler, en 2017, il y a eu des personnes qui ont fait brûler des camionnettes devant des gendarmeries. Il en a été un peu question à ce moment-là. Ça a été revendiqué par un groupe qui disait à l'époque l'avoir fait en soutien aux prisonniers de l'histoire du Quai de l'Avenue. Si ça ne vous parle pas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très intéressant, mais il se trouve que la lettre revendiquant ces actes-là a été publiée dans 2 sites de presse qui s'appellent Midi Média Nantes et Midi Média Grenoble, qui sont des sites sur lesquels vous pouvez donner des messages, et donc les lettres ont été publiées. Et les 2 sites en question ont reçu des lettres de leur préfecture disant que soit ils retiraient immédiatement le contenu des lettres, soit ils allaient être bloqués administrativement avec le système de protocole, avec le système de blocage par DNS dont j'ai parlé dessus. Alors il se trouve que, en fait, dire qu'un acte a été revendiqué par une organisation, c'est pas illégal. Pour remettre la lettre de revendication, c'est pas illégal. D'ailleurs, si vous regardez l'article qui est sorti dans le Dauphiné, sur ledauphiné.com, commençait par « Voici ce texte de revendication intitulé Solidarité incendiaire », etc., etc. En fait, le texte, vous avez le droit de faire un choix. Vous avez entendu parler à chaque fois qu'une organisation terroriste revendique le fait qu'il ne fasse pas beau dans une ville, n'importe quoi, en fait, en général, ça repasse dans toutes les chaînes d'information en continu, il n'y a absolument aucun. Il n'y a rien d'illégal à ça, en tout cas. Le travail des organismes de presse, c'est ça. Évidemment, pour des organes de presse, le fait qu'on menace que leur site, des organes de presse en ligne, le fait qu'on menace que leur site web soit mis en ligne, ça veut dire que s'ils n'acceptent pas, ils mettent la clé sous la porte. Et donc, du point de vue de la liberté de la presse, ça pose quand même des questions assez sérieuses. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de juge et pas de recours. J'ai volontairement laissé de côté un point. Il y a une personne qui s'appelle la personnalité qualifiée de la CNIL, donc c'est une personne qui travaille à la CNIL. Ça a changé, ça va changer cette année. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y avait une personne qui voyait passer les demandes de blocage. J'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, dans le cas de ce blocage-là en 2017, la personnalité de la CNIL donc, en général, quand il y a des désaccords, la personnalité de la CNIL dit bah non, je ne suis pas d'accord, et puis ils discutent. Mais là, il se trouve qu'ils n'ont pas réussi à obtenir un accord sur cette question précise, et donc ça allait jusqu'au tribunal administratif, et la personnalité qualifiée de la CNIL a eu gain de cause devant le tribunal administratif. Donc le texte les demandes de la préfecture ont été annulées. Mais entre-temps, ils ont eu gain de cause 2 ans après le blocage en question. Donc entre-temps, les messages avaient de toute façon disparu. Et pendant le procès en question, les organismes multimédia n'étaient même pas présents. En fait, ils n'ont pas été convoqués, ils n'ont pas été présents pendant le truc en question. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à ça. Alors, il se trouve que les solutions pour ça sont assez simples en fait. Si vous ne voulez pas avoir ce problème-là, il suffit de ne pas utiliser les restes de votre fournisseur d'accès. La liste des sites qui sont bloqués est secrète, parce qu'on n'a pas envie de publier la liste des adresses bloquées. Et donc, si vous voulez éviter le problème, le seul truc à faire, c'est de dire, quand vous configurez votre connexion Internet, vous demandez explicitement à ce que
serveur DNS intermédiaire dans lequel DNS est en place soit pas celui du fournisseur d'accès, vous en choisissez un. C'est évidemment tout à fait légal. Et les autres fournisseurs DNS que vous utilisez, même si vous utilisez 8.8.8.8, à la limite, en fait, ne peuvent pas bloquer les adresses bloquées par le site ministère parce qu'ils ne connaissent pas cette liste. Ils ne peuvent pas mentir comme le voudrait le ministère, parce que le ministère ne leur communique de toute façon pas la liste en question. Donc là, voilà un exemple d'adresse IPv4 que j'utilise moi pour contourner les blocages DNS, pour être sûr que je contourne les blocages DNS, en IPv4 ou en IPv6. Il existe aussi une option, alors je ne sais pas dans quel navigateur c'est disponible, mais en tout cas sur Firefox, ça l'aide. Vous pouvez demander à ce que le DNS passe par soit envoyé par HTTPS vers un serveur particulier. Et donc, dans ce cas-là, votre trafic DNS sera envoyé de manière chiffrée jusqu'à un autre endroit et vous récupérez les réponses de manière chiffrée aussi. Donc, il faut faire confiance à la personne qui est vous dit, qui voit passer vos requêtes DNS, et sous réserve que vous lui fassiez confiance, au moins, il ne peut pas y avoir de mensonge de ce point de vue-là. Le trafic DNS est beaucoup plus sécurisé, confidentiel et sans mensonge. Alors, ça pourrait vous sembler bizarre, le fait que je dise il y a une volonté de pouvoir contrôler ce qui se passe sur Internet, les contenus terroristes, pourquoi, à quel point les gens vont pour empêcher ça. Et j'ai parlé tout à l'heure du fait que le fait de consulter les sites terroristes, enfin, des messages à caractère terroriste, et bien en fait ça a failli l'être, puisqu'il y a eu 2 lois qui sont passées, qui ont été soumises le 3 juin 2016 et quasiment identiques le 28 février 2017, qui étaient des articles de loi qui visaient à pénaliser le fait de consulter des sites à caractère terroriste et qui punissaient ça de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il y avait quelques exceptions si vous étiez chercheur ou chercheuse ou journaliste par exemple, pour dire que si c'est dans le cadre de votre travail que vous cherchez à consulter des sites à caractère terroriste, dans ce cas-là vous ne pouvez pas être inculpé. Et dans les 2 cas, ces 2 lois sont passées devant le Conseil constitutionnel qui a décidé que c'était une rupture d'égalité entre les citoyens et les citoyennes, puisque vous ne pouvez pas dire que votre statut de journaliste vous donne accès à plus d'informations que si vous ne l'étiez pas. Il n'y a pas de raison de ça. Et que c'était, ça posait 2 problèmes. Donc la première fois, ils ont cassé la loi, et la deuxième fois, ils ont dit on casse la loi et soyez sympa, arrêtez de vous bloquer de nous, parce que c'est pas dit comme ça. C'est un peu l'idée. La loi a été cassée 2 fois. Bien. Donc ça, c'était un petit interne. On va maintenant passer à autre chose. Je vais vous parler de ce qu'on appelle traditionnellement les GAFAM, les Big Tech, c'est-à-dire les grosses entreprises qui travaillent dans le milieu de la tech. J'ai mis quelques exemples, mais vous connaissez normalement Google, Apple, Meta, donc Amazon, Microsoft. J'ai rajouté Tesla parce que c'est difficile de pas en parler, qui fait partie des grosses entreprises, enfin ils font partie des grosses entreprises aujourd'hui, même si on parle uniquement de cotation en bourse, c'est pas le meilleur moment de leur vie en ce moment. Et puis TikTok un petit peu parce que j'en parlerai, Oracle dont je parlerai pas du tout, et puis je vais rajouter Twitter parce que l'actualité de Twitter nécessite quand même que j'en dise d'autres mots, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Donc toutes ces entreprises sont des entreprises qui sont dominantes dans leur secteur, c'est-à-dire c'est des acteurs qui sont à peu près incontournables, et pour certaines d'entre elles, alors en particulier pour Google, en fait ils développent tellement d'outils, donc par exemple vous connaissez sans doute Google le moteur de recherche, c'est obligé, vous connaissez sans doute Google Drive, peut-être Gmail, peut-être. Mais en fait, la panoplie du nombre d'applications qui existent et qui sont développées par Google est telle que, en fait, vous pourriez avoir des ordinateurs qui ne fonctionnent que en se connectant sur des services Google et qui ne fassent que rester dans les services Google en permanence. Donc c'est ça un peu les points dont je vais parler. Et évidemment, le fait que vous puissiez n'utiliser que Google fait que le jour où Google est en panne, pour une raison quelconque, vous ne pouvez plus rien utiliser du jour au lendemain. Donc c'est évidemment un problème. Et donc, c'est ça la conclusion, c'est que tous ces systèmes-là créent des points de fragilité, parce que si vous n'avez pas de casse, vous n'avez plus accès à ce que vous faites d'habitude. Alors je vais donner quelques exemples de ça, et pour ça je vais essayer de parler de comment fonctionne le web. Donc, pour le moment je parlais d'Internet de manière générale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous allez sur Internet, souvent il y a même une confusion entre les deux. Souvent en fait on parle du web. Pour celles ou ceux d'entre vous qui avaient fait SNT, si vous vous en rappelez, ça remonte un peu en dans le programme de SNT de seconde, web et Internet sont 2 chapitres séparés, exprès pour insister sur la différence entre les deux. Si vous l'avez vu, parce qu'après c'est pas toujours enseigné idéalement. Donc comment fonctionne le web? Le web, vous avez un serveur web qui est en attente, que j'ai dessiné en bas, et vous avez un ordinateur qui est au-dessus, et votre ordinateur va envoyer une requête pour dire j'aimerais bien accéder à telle page, et le serveur web va vous répondre en disant voilà la page en question. Une requête, ça ressemble à ça. Donc vous dites la page à laquelle vous voulez, la page que vous voulez contacter, donc vous dites je veux contacter, là par exemple c'est je veux contacter framasoft.org/association pour avoir des informations sur l'association Framasoft, c'est un exemple comme ça quoi.
Alors, vous donnez en général des informations en plus quand vous vous connectez. Donc, par exemple, vous allez donner votre user agent, c'est-à-dire vous dites quel est le logiciel que vous utilisez. Là, par exemple, si vous regardez, je suis en train de dire que je suis en train de me connecter sur le user agent qui s'appelle Mozilla /5.0, Ubuntu, Chromium, etc. Donc, je donne des informations sur mon navigateur pour que si mon navigateur affiche les pages d'une manière un peu bizarre, peut-être le serveur puisse s'adapter et dire. C'est comme ça que les pages ne s'affichent pas toujours de la même manière sur un téléphone ou sur un ordinateur, par exemple. Bon, là, normalement, vous devriez trouver qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est un peu juste pour l'anecdote. Mais ça devrait sembler bizarre qu'il y ait écrit Mozilla, alors que Mozilla il faut Firefox, et ensuite il y a marqué Chromium, alors que Chromium c'est pas du tout Firefox. L'explication, elle est historique, elle remonte au fait que dans les premiers, quand il y avait les premiers navigateurs web, il y avait principalement deux navigateurs web qui existaient, qui étaient Mozilla Netscape et Internet Explorer. Et déjà à l'époque, les gens trouvaient que Internet Explorer était nul. Donc quand vous alliez sur certaines pages web, ce que faisait les pages web, c'est qu'elles disaient bah, si le user agent commence par Mozilla, j'affiche la page. Si ça commence par Internet Explorer, je mets un message d'avertissement disant votre navigateur est nul, allez télécharger Netscape et puis l'adresse de Netscape. Et les gens de Microsoft en ont marre. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à dire que leur user agent c'était Mozilla Internet Explorer. Et c'est juste ça, c'est juste qu'ils voulaient mentir pour éviter que les gens qui utilisent leur navigateur se fassent jeter sur les sites web où ils allaient. Donc depuis, historiquement, tout le monde rajoute Mozilla, y compris Edge, c'est les nouveaux navigateurs de Microsoft. Edge commence par dire qu'il s'appelle Mozilla Edge, et tous les navigateurs disent qu'ils sont Mozilla d'une manière ou d'une autre. C'est un peu rigolo. Bon, l'autre information, c'est un cookie. Un cookie, c'est, vous n'en avez pas forcément parlé, parce que dès que vous allez sur un site web, vous avez un bandeau qui, quasiment tous les sites web, vous avez un bandeau qui vous dit attention, vous allez avoir des cookies. C'est juste ça en fait, c'est une chaîne de caractères que vous renvoyez à chaque message. Donc je reprends mon message. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous contactez un site web la première fois, il va vous donner des informations à retenir, et puis à chaque fois que vous allez le recontacter, vous allez renvoyer ces informations. Ces informations dépendent du site auquel vous vous connectez. C'est-à-dire, si vous allez vous connecter sur un autre site, vous allez utiliser d'autres cookies. Les cookies du site, c'est pas l'interconnexion entre les sites. Donc, a priori, tout marche bien. À quoi ça sert? Ça sert à dire, par exemple, si vous vous êtes connecté sur votre webmail, en fait, vous allez rester connecté parce que votre login et votre mot de passe vont rester codés dans le cookie que vous allez renvoyer à chaque fois. Donc, il n'y a pas besoin que vous retapiez votre login et votre mot de passe à chaque fois que vous cliquez sur un truc dans votre webmail, sinon ce serait désagréable. Si vous avez voulu changer les préférences et que le site soit sur fond noir, vous allez revenir dans le cookie, puis comme ça va fonctionner comme ça. Donc c'est un fonctionnement assez simple, en théorie. Ce qui va se passer, c'est que ce fonctionnement-là est un peu détourné de son utilisation principale, avec des choses comme ça. Donc si par exemple vous allez sur Le Monde, l'organe de presse, que vous lisez le contenu du Monde, quelque part vous allez avoir le petit texte qui est là, et qui dit en fait qu'il affiche une image de 1 pixel, dont la source c'est google-analytics.com/collect/ des trucs, et dans les trucs en question, il donne l'adresse du site que vous êtes en train de contacter. Donc il dit que vous êtes en train de vous connecter sur Le Monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où vous vous connectez sur Le Monde, en fait, votre ordinateur, pour charger le pixel en question, qui n'a en fait aucun intérêt, va se connecter sur Google Analytics, va faire une enquête sur Google Analytics et va dire à Google Analytics je suis en train de contacter, je suis en train de regarder la page du Monde. Alors pourquoi est-ce que Le Monde fait ça? Parce que c'est eux qui ont décidé de mettre ce truc-là. Eux, ils ont fait ça parce que leur intérêt, c'est qu'en échange, Google Analytics leur donne des stats sur qui a fréquenté la page en question. Mais le truc, c'est que si vous êtes en train de contacter Google Analytics et de leur dire je suis. En fait, vous renvoyez le cookie de Google Analytics quand vous contactez Google Analytics. Donc, ce qui se passe, c'est que de site en site, à chaque fois que vous allez d'un site à un autre, vous allez contacter Google Analytics en lui renvoyant le même cookie. Et le cookie peut dire qui vous êtes. À chaque fois que vous allez d'un site à un autre, si le site est enregistré sur Google Analytics, en fait, petit à petit, Google va avoir une idée de plus en plus précise de qui vous êtes, parce qu'il pourra savoir quel site vous avez consulté et quelle page sur le site en question vous avez consulté. Et il saura dire que vous êtes la même personne qui allait sur Le Monde que la personne qui a été sur Mariton ou sur Renault ou sur Alors, à la fin, vous allez avoir un portrait assez précis de la personne, vous ne connaîtrez pas son identité. C'est-à-dire, vous ne saurez pas dire cette personne-là s'appelle comme ça. Par contre, vous aurez une idée assez précise de la suite des sites qu'elle a consultés et donc de ses centres d'intérêt. Alors, petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai un ami qui m'a dit, en parlant d'un groupe de musique, ouais, tu devrais les écouter, ils sont vraiment bien, et ils ont un batteur, leur batteur il est énorme. Et je fais des très mauvais jeux de mots, donc je m'en excuse par avance, vous allez assister à un des très mauvais jeux de mots. J'ai cherché sur Google, vous savez, les batteurs mixeurs de boulangerie, les trucs de 100 litres pour battre de la pâte. Je dis ouais, j'ai trouvé un batteur encore plus énorme, et je lui ai envoyé l'image en question. J'en suis pas fier, c'est pas terrible. Ne refaites pas ce jeu de mots, ou alors dites que c'est moi, comme ça vous excusera. Mais voilà. Et bien en fait, il se trouve que ça suffit à ce que je sois identifié
par Google comme quelqu'un qui s'intéresse au matériel culinaire. Et ensuite, sur tous les sites qui affichaient de la publicité Google, sur lesquels il y avait des Google Analytics et du AdSense, parce que c'est vraiment le truc, j'avais des publicités pour du matériel culinaire professionnel. Donc là voilà, un batteur énorme, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. J'avais des publicités pour des fours à pizza, pour des plaques de présentation de repas, enfin vous voyez tout le matériel culinaire qu'on peut vouloir dans une cuisine professionnelle. Alors au final c'est assez anecdotique parce que je n'ai pas acheté un batteur mixeur de 768 €. J'avais pas la place chez moi, mon collègue aurait pas été content, et puis je saurais pas m'en servir. Donc tout se finit bien d'une certaine manière. Mais le fait que je vois passer ces publicités-là pendant un mois signifie qu'à chaque fois que j'allais sur un site, en fait, les sites que je consultais complétaient mon profil vis-à-vis d'un enregistrement de données me concernant, qui permettait de créer un profil. Alors, le fait qu'ils se trompent et qu'ils pensent que je suis très intéressé par du matériel de boulangerie, alors que je suis juste intéressé par les mauvais jeux de mots et les groupes de musique, c'est rigolo. Mais maintenant, posez-vous la question, est-ce qu'avec votre historique de navigation, est-ce qu'on ne peut pas obtenir des informations sur vos préférences religieuses, votre orientation sexuelle, vos orientations politiques, etc. C'est-à-dire à partir du moment où on voudra commencer à cibler les gens en fonction de ces critères-là, est-ce que ce sera rendu possible ou pas? À mon avis, la réponse est oui pour la majorité des gens. Du coup, un moyen simple d'éviter ça, c'est d'utiliser des bloqueurs de publicité. Des bloqueurs de publicité qui vont directement dire, en fait, les sites web qui sont des sites publicitaires, qui font des Google Analytics ou autres, et dans des sites qu'on n'a pas envie de les avoir, donc là, on regarde vers ces sites-là, on les empêche de fonctionner. Les applications en question sont assez faciles à récupérer. Normalement, dans votre navigateur web, vous devez trouver. Donc là, par exemple, je fais de la publicité pour UBlock, mais c'est un logiciel, c'est des logiciels que je ne donne pas d'argent en enseignant de télécharge. Alors parlons un peu de navigateur, parce que c'est un point important et ça va permettre de faire le lien avec ce que je viens de dire. Les navigateurs Internet, en fait, c'est des logiciels assez complexes parce qu'ils sont à la fois connectés à Internet, et en même temps, ils voient passer la totalité de votre trafic Internet, et ils doivent retenir des historiques et des connexions à votre compte, retenir les cookies, être capable de faire du chiffrement à la volée. En fait, c'est des morceaux de logiciels qui sont extrêmement complexes. Un navigateur Internet, c'est presque aujourd'hui aussi complexe qu'un noyau Linux, en fait. Ça représente, c'est genre un facteur 10 sur le nombre de lignes de code entre les deux. Il y a 10 fois plus de lignes de code dans le Linux que dans Firefox. Et pour vous dire, c'est déjà un dixième, c'est énorme en fait. C'est des morceaux de logiciels qui sont extrêmement complexes. Et un des problèmes, c'est que vu qu'ils voient défiler toutes vos informations, votre code carte bleue et tout le reste, puisqu'ils doivent les afficher et les chiffrer au fur et à mesure qu'ils les affichent, vous avez quand même intérêt à faire sacrément confiance à votre navigateur web quand vous l'utilisez pour aller sur Internet. Donc utiliser un navigateur web comme ça à la volée, c'est en fait un choix qui devrait poser question. Bon, je vais principalement dire du mal de navigateurs Internet qui ne sont pas satisfaisants, évidemment, vous en doutez. Donc je vais commencer par dire du mal de Edge. C'est un truc qui est rigolo, mais si vous utilisez Edge et que vous allez sur le moteur de recherche par défaut dans Edge qui est Bing, et que vous demandez comment est-ce qu'on fait pour télécharger Firefox, et bien en fait, le logiciel rajoute un bandeau de manière absolument pas discrète ou subtile, qui vous dit « mais vous n'avez pas du tout besoin de télécharger Firefox ». Donc si vous lui demandez « j'ai envie de télécharger Firefox », il vous dit « non, restez sur le truc ». Et il n'y a aucune nécessité d'avoir ça, c'est juste ils acceptent de mettre du contenu disant « vous voulez télécharger Firefox ». Accessoirement, vu que j'ai laissé la fin de la capture d'écran, vous voyez qu'en plus le premier lien proposé par Bing, c'est pour en fait télécharger Opera et pas Firefox. C'est plus une question déontologique, c'est pas très grave en fait que ça monte sur le navigateur. De manière un peu plus gênante, si vous avez l'habitude d'utiliser Chrome ou Chromium, en fait, ils sont en train de mettre en place ce qu'ils appellent le manifeste V3, qui devait sortir normalement en janvier 2023, donc ce mois-ci, qui en fait a été repoussé, je crois, à juin. Manifeste V3, c'est une limitation sur ce que peuvent faire les extensions, et en particulier, leur objectif principal, c'est d'empêcher les extensions de bloquer les publicités. Donc, les extensions qui bloquent les publicités ne fonctionneront plus une fois que le manifeste V3 aura fonctionné, parce qu'il faut en sorte que les listes de blocage ne puissent pas contenir plus d'une centaine d'adresses. Donc ça rend le fonctionnement complètement impossible. Et évidemment, c'est Google qui sort le navigateur Chrome, c'est Google qui a décidé de mettre cette modification à l'intérieur, et les revenus Google sont des revenus publicitaires, donc le lien est assez facile à faire de voir où est leur intérêt. Et donc si vous continuez à utiliser Chrome, il est possible que d'ici 6 mois, vous n'ayez plus la possibilité d'avoir de bloqueur de publicité. Donc si vous avez l'habitude de naviguer avec un bloqueur de publicité, je vous recommande de changer de navigateur ou d'habitude, l'un ou l'autre. Alors ça c'est encore un exemple qui est un peu méchant mais qui n'est pas forcément dramatique. Beaucoup plus dramatique, et là pour le coup c'est vraiment
condition qui fait plus de visibilité. Vous savez que certains logiciels, genre TikTok, embarquent un navigateur web, c'est-à-dire si vous êtes en train de discuter avec, je ne sais pas comment fonctionne TikTok, mais si vous avez des messages sur TikTok qui contiennent des URL, si vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous allez voir le contenu de l'URL dans TikTok. Et bien il faut qu'en fait TikTok rajoute du code JavaScript à la volée pour surveiller les touches sur lesquelles vous appuyez, les messages que vous tapez à l'intérieur de la fenêtre TikTok et regarder les liens. Il récupère les informations et il les envoie ailleurs. Alors peut-être qu'ils font ça pour de bonnes causes, mais a priori, vous ne devriez pas faire confiance à un navigateur web qui surveille et qui rajoute du code JavaScript à la volée dans ce mode. Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? En fait, de manière très simple, parce que comme ce qu'ils font, c'est rajouter du code JavaScript à la volée, il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle de l'introspection JavaScript, c'est-à-dire se connecter sur une page depuis TikTok, sur une page qui lui donnait la liste des fonctions JavaScript qui étaient activées et qui donnait le code des fonctions JavaScript activées, puisque JavaScript peut regarder les fonctions JavaScript qui existent. Et donc, ils ont pu défiler les fonctions qui étaient rajoutées à la volée par TikTok, et qui n'ont pas été là. Et donc, ça leur a permis de faire ce truc-là. C'est sorti l'été dernier, ça. C'est une découverte assez récente. Et ça veut dire que ne cliquez jamais sur un lien TikTok depuis l'application TikTok. Si vous avez un lien internet dans TikTok, vous faites un copier-coller, vous allez sur votre navigateur fiable préféré, et là, vous l'utilisez. Et il faut faire attention. Ce genre de choses se retrouve sur d'autres, alors sans que ce soit des keyloggers aussi graves que sur TikTok, mais vous retrouvez aussi du code JavaScript qui est rajouté à la volée sur Messenger, sur WhatsApp, etc. N'ouvrez pas les liens internet si vous pouvez éviter de les ouvrir dans les applications dédiées. Essayez de les ouvrir plutôt avec votre navigateur fiable préféré. Bon, donc ça c'était pour parler de navigateur. Bon, évidemment, la conclusion de ce choix de navigateur, c'est que moi je vous recommande d'utiliser Firefox, c'est celui que j'utilise, c'est celui que je préfère, mais après peut-être. Je vais parler rapidement de la loi Avia dans le principe des lois qui visent à censurer les contenus sur Internet. En fait, il a existé une loi qui est passée en 2019 et qui a été cassée peu de temps après par le Conseil constitutionnel visant à obliger les sites web à retirer n'importe quel contenu considéré comme appelant à la haine en moins d'une heure ou en moins de 24 heures en fonction du contexte. Donc c'est ce que j'ai écrit, contenu sexiste, raciste, injurieux doit être retiré ou rendu inaccessible dans un délai de 24 heures. En fait, le problème, c'est pas de vouloir retirer les contenus sexistes, racistes ou injurieux, ça c'est évidemment une bonne chose. Le problème, c'est que comment est-ce qu'une organisation comme Wikipédia peut garantir qu'un truc qu'on lui a demandé de retirer ne soit pas reposté par quelqu'un d'autre ailleurs? En fait, c'est juste complètement impossible. Ça voudrait dire qu'ils auraient des personnes en continu qui surveillent tous les messages qui sont donnés, ou alors que ça les oblige, et c'était ça l'objectif de la loi, que ça oblige à ce que tout le contenu posté sur Wikipédia ou sur n'importe quel site soit passé auparavant par une entreprise qui peut garantir que c'est pas du contenu sexiste, raciste, injurieux, etc. Donc ça veut dire que les entreprises en question doivent défiler la totalité d'Internet sur leur serveur du jour au lendemain. Donc c'était ça l'idée. Alors pour situer, les demandes de blocage de contenu sexiste, raciste, etc., elles existent déjà, parce qu'on a le droit de demander à ce que les contenus soient retirés. Et la CNIL, il les vérifie, dont je disais tout à l'heure que la CNIL vérifie les contenus. Donc pour situer, c'était 137 000 demandes en 2021, 50 000 en 2020, 27 000 en 2019. Autrement dit, vous voyez une augmentation exponentielle du nombre de blocages. Et si vous voulez avoir une idée de quel genre de contenu on demande de blocage, alors voilà un exemple d'une caricature d'Emmanuel Macron. Alors, peu importe le message qui est dessus, le dessin en question représente une photo du général Pinochet, qui était un dictateur chilien avec ses généraux et deux camps derrière lui. Et il y a la blague, le pastiche, a consisté à remplacer la tête du général Pinochet par la tête d'Emmanuel Macron, et les gens derrière sont Édouard Philippe et M. Castaner, qui étaient ministres de l'Intérieur à l'époque. Donc c'est ce qu'on appelle une caricature ou un pastiche. Alors, que vous soyez d'accord ou pas avec le message, ça vous regarde, et je ne vais pas vous dire là-dessus, que je sois d'accord ou pas avec le message. Ce qui est sûr, c'est que c'est légal. On a le droit de faire des pastiches, on a le droit de chercher à tourner en ridicule des personnes tant que c'est pas injurieux, insultant, diffamatoire, etc. Ça, c'est complètement légal. Et bien, il n'empêche qu'il y a eu une requête, que vous pouvez trouver dans la base des requêtes qui a été faite par l'organisme en question, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour demander à ce que cette image-là soit supprimée. C'est une image qui en 2019 a été supprimée, ça peut vous faire rire, c'est sur Google+, ça existe depuis le réseau social Google qui n'a jamais vraiment bien marché. Et l'image avait été postée sur Google+, et donc vous pouvez trouver des requêtes. On peut retrouver la requête sur la base lui-même, qui est une base de données de demande de retrait de contenu. Vous pouvez retrouver la demande de retrait de ce contenu-là là-dessus. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, l'idée de la loi, c'est que pour qu'elle fonctionne, il fallait qu'il puisse y avoir un filtrage automatique pour empêcher que le contenu raciste, sexiste, etc. soit reposté. Et donc il y avait deux personnes, enfin deux opérateurs, deux entreprises en particulier qui affirmaient pouvoir faire ça. C'était Google et l'État, enfin Google et Facebook. Et donc ça va vous dire que si la loi était mise en place, tout le contenu d'Internet posté sur des sites
devait être soit modéré a priori par les modérateurs et modératrices pour empêcher du contenu sexiste, raciste, etc., soit passer par des plateformes de validation automatique qui auraient du coup vu défiler la totalité d'Internet directement au fur et à mesure devant eux. De mon point de vue, qui consiste à dire que c'est plutôt une mauvaise chose de concentrer le pouvoir entre peu de mains, c'est effectivement quelque chose d'assez embêtant. Le Conseil constitutionnel a cassé l'article 1er de la loi, et du coup, tous les articles qui dépendaient de l'article 1er ont été cassés aussi. Donc là, ce que vous avez, c'est en rouge, c'est la partie qui a été supprimée dans la loi. Donc il reste 2-3 trucs, mais globalement, la loi a été vidée de son contenu, donc cette loi-là n'est pas rentrée en vigueur, du moins pas sous la forme qu'on l'avait. Et l'explication, c'est qu'ils disent que le législateur a apporté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire ou proportionnelle au but poursuivi. Donc c'est une décision qui a été rendue en 2020 par le Conseil constitutionnel. Alors je vais quand même vous montrer un extrait. Sur l'établi, en changeant s'il le faut la Constitution, le texte peut passer très vite à l'Assemblée au Sénat, on fait un congrès, mais profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi bien validée constitutionnellement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les grands opérateurs des réseaux sociaux auraient 1 heure et 24 heures selon les contenus pour faire disparaître les contenus haineux, et sinon eux seraient considérés comme responsables, voire complices. Cette loi a été cassée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Il faut maintenant la faire repasser au nom aussi de la liberté d'expression. Ok, donc le contexte c'était suite à l'assassinat de Samuel Paty, pour lequel il était dit que les réseaux sociaux avaient servi d'appareil d'incitation à la haine protestante. En fait, un des points qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là est payé pour théoriquement savoir de quoi il parle, pour avoir un point de vue d'expert sur le sujet dont il parle. Alors quand il dit qu'il faut modifier la Constitution pour permettre de faire passer la loi à ça, la Constitution, elle défend pas, il n'y a nulle part marqué liberté d'expression dans la Constitution. La Constitution, elle définit théoriquement comment nos instances, nos institutions gouvernementales fonctionnent les unes par rapport aux autres. Donc ce qui permet au Conseil constitutionnel de dire que cette loi n'est pas compatible parce qu'elle ne respecte pas la liberté d'expression, c'est parce que dans le préambule de notre Constitution, il y a marqué que la France respecte les droits de l'homme et du citoyen. Et donc la modification qu'il faudrait faire de la Constitution, c'est supprimer le fait que nous respectons les droits de l'homme et du citoyen, ce qui est un peu embêtant en fait. Et il devrait le savoir, enfin, je veux dire, c'est pas très dur de trouver cette information-là, c'est le premier truc que vous trouvez. Bon, évidemment, présenter les choses en disant on oblige les plateformes à retirer le contenu haineux, ça a l'air d'être cool, sauf qu'en fait, le texte ne prévoit pas que ce soit les grandes plateformes et les gros réseaux sociaux. C'était n'importe qui, c'était Wikipédia, c'était. Voilà. Et quand on dit qu'on supprime le contenu, ça veut dire qu'on veut aussi empêcher que les choses soient repostées. Et les conséquences pour la liberté d'expression, elles ont été très bien cernées par le Conseil constitutionnel, aidées par les associations qui avaient plaidé le cas en question. Et voilà. Du coup, quand les députés ont vu que leur loi était inconstitutionnelle et ne respectait pas les droits de l'homme et du citoyen, ils ont évidemment laissé tomber et ils ont dit effectivement on s'est trompé. Ils ont été en Europe, au Conseil d'Europe, et ils ont fait passer une loi qui fait à peu près la même chose au Parlement européen. Donc ça ne concerne plus les contenus haineux, ça concerne uniquement les contenus terroristes, le délai est d'1 heure, et c'est pareil, c'est-à-dire c'est les autorités compétentes qui peuvent déterminer quel contenu doit être bloqué ou pas, c'est-à-dire l'autorité compétente, c'est pas nécessairement judiciaire, il n'y a pas de débat contradictoire, c'est les autorités administratives qui vont décider que un contenu est terroriste, et donc il doit disparaître de n'importe quelle plateforme, de n'importe quel site, en moins d'1 heure, de n'importe où en Europe. Il y a aussi un système de collaboration entre autorités européennes. Donc si quelqu'un décide que votre site, enfin si une autorité, si les policiers Grande-Bretagne, ça marche plus, d'Espagne décident que le site est à caractère terroriste, ils peuvent demander automatiquement à ce qu'il soit bloqué, à ce qu'il soit retiré en ligne. Parlons un petit peu de Twitter, mais très rapidement, vous avez certainement entendu parler du fait qu'il y a une personne très très riche qui s'appelle Elon Musk qui a acheté Twitter entre juin et octobre dernier. Alors pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps? Parce que la personne en question a un peu, sur un coup de tête, décidé qu'elle allait racheter Twitter. Et puis ensuite au début, les gens de Twitter disaient bah non, on n'a pas envie de racheter. Puis à un moment, il a dit ouais, ok, je vous rachète, vous allez voir 44 milliards de dollars. Et à ce moment-là, les gens de Twitter ont dit 44 milliards, ok, on prend. Et puis ensuite, Elon Musk a dit non, en fait, ça m'a l'air trop parce qu'il y a des trucs qu'on m'avait pas dit et puis c'est trop cher. Les gens ont dit non, c'est 44 milliards de dollars. Donc Elon Musk a dit bah, j'ai eu mon achat. Et à ce moment-là, les gens de Twitter ont dit bah, on poursuit en justice parce que vous avez dit pour rupture de contrat, vous n'avez pas le droit. Donc il a dit ouais, on peut peut-être négocier, alors 41 milliards ça vous dirait. Et les gens de Twitter ont dit non, on préfère 44. Et il a payé 44 milliards. Donc il y a eu un achat. Ce qui est intéressant, c'est que. C'est intéressant, c'est un peu triste si on veut. C'est que le rachat de Twitter s'est fait avec de l'emprunt d'argent. Donc Elon Musk a pu emprunter beaucoup d'argent parce qu'il a mis en bibliothèque ses actions Tesla, beaucoup d'actions Tesla, il est très riche. Mais une partie de l'achat en question a été financée par Twitter lui-même, c'est-à-dire que Twitter a contracté un emprunt pour payer son propre rachat.
Et en fait, Twitter s'est endetté à un niveau tel que les intérêts qu'ils doivent rembourser, sans parler du remboursement de l'emprunt, mais les intérêts sont supérieurs aux bénéfices des années précédentes de Twitter. Donc autrement dit, Twitter, par ce rachat, est devenu mécaniquement une entreprise à perte, obligatoirement, parce que les intérêts sont. Comment est-ce qu'on fait quand on a une entreprise qui est à perte et qu'on a envie de pouvoir éventuellement dégager du bénéfice? On licencie, et donc il y a eu un plan de licenciement dans lequel ils ont viré la moitié des personnes, alors d'une manière pas très sélective au début, ils ont viré quasiment tout le monde, y compris des personnes extrêmement compétentes qui géraient la sécurité, y compris des personnes qui étaient les seules à connaître comment fonctionnait telle partie de l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous trouverez des tas et des tas d'endroits sur internet où c'est un épisode, enfin c'est des épisodes quoi, c'est un feuilleton, vous allez regarder les trucs comment ça évolue. Après avoir viré la moitié des gens, ils ont demandé à certaines personnes de revenir en disant ah finalement on préférait que vous soyez quand même là, mais il y a un message qui est publié sur leur messagerie interne, qui a été publié sur leur messagerie interne qui disait ouais bon les personnes qui vont revenir c'est juste le temps qu'ils nous filent des informations dans le temps, on les redégage juste après. Donc évidemment les gens n'étaient pas super chauds pour revenir se faire virer un mois plus tard, donc ça a rajouté un peu au comédie du truc. Tout ce que je suis en train de raconter, vous devriez l'avoir, vous savez, avec une musique de cirque derrière, la musique de clown, parce que c'est tout ça est une grosse plaisanterie quelque part. Elon Musk avait défendu le fait qu'il allait. Alors la raison du rachat au départ, c'est parce qu'il voulait défendre la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il en avait marre que Twitter censure des messages qui ne sont pas illégaux. Et les messages illégaux aux États-Unis, c'est très restrictif. Donc il disait qu'il fallait que tous les messages puissent être publiés. Et donc c'est ça son truc. Sauf que évidemment, en fait, Twitter, leur principale source de revenus, c'est la publicité par les annonceurs, par les entreprises qui mettent de la publicité sur Twitter. Et les gens qui mettent de la publicité pour une voiture, ils n'ont pas envie que ce soit entre deux insultes racistes. Bizarrement, les gens ont moins envie d'acheter des voitures s'ils sont en train de s'insulter et d'envoyer des messages horribles. Alors que s'ils sont en train de dire ah c'est super bien ce que tu as fait, tout ce qu'on peut chanter, si le message, si le réseau social est moins toxique, on va dire, en fait, les gens ont plus facilement envie d'acheter les trucs pour lesquels on fait de la publicité dessus. Donc la liberté d'expression, il a commencé par dire ce sera une liberté d'expression totale. Et puis quand il y a eu un gros boost dans les insultes racistes aux États-Unis suite à ça, il y a des annonceurs qui ont dit bah ok, nous se laisse. On ne va pas continuer à faire de la publicité entre des messages racistes, on va pas envie d'être associé à ça. Et donc les revenus ont continué de baisser. Et c'était important, enfin c'était la seule source de revenus de Twitter, donc évidemment ça n'a pas aidé les choses. Il a fini par dire que, par envoyer un message aux annonceurs pour leur dire non mais vous inquiétez pas, en fait on va vraiment continuer à censurer la même chose qu'avant, voire pire, on va être encore plus strict, c'est évidemment complètement contradictoire avec le message que je vous ai présenté juste avant. Il a fini par se plaindre en disant que c'était de la faute des gens des woke, vous savez, les woke, qui se battaient contre ça et qui se battaient contre la liberté d'expression, que c'était leur faute si les annonceurs se barraient. Ce qui évidemment a pas eu beaucoup d'effet parce que les annonceurs avaient déjà dit qu'ils se barraient parce que Elon Musk n'est pas contrôlable et qu'ils n'avaient pas confiance en un réseau, en fait c'était ça la vraie raison. Donc il a essayé d'accuser à droite à gauche, il a fini par dire qu'il allait name and shame, c'est-à-dire balancer les noms et faire honte publiquement aux entreprises qui arrêtaient de payer. Et je sais pas pour vous, mais moi si je suis un annonceur et qu'on me dit qu'on va me balancer de la contre-pub sur le réseau social, je vais pas y aller. Une autre des raisons pour lesquelles certains annonceurs sont partis, c'est que quand vous vendez des voitures, vous n'avez pas forcément envie de faire de la publicité sur le réseau social qui est contrôlé par votre concurrent direct, qui pose cette question. Donc c'est un problème. Bon, en point bonus, il a fait des petites blagues avec la certification bleue, vous savez, le truc qui dit si un compte est authentique ou pas. Il a viré les gens qui seraient à faire l'authentification du compte, donc il n'y a plus personne qui maintenant est chargé de vérifier que c'est bien dit qu'il peut publier quelque chose. Et du coup, le truc de la marque bleue, là, il a dit qu'il allait le vendre pour $20. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Stephen King, vous connaissez peut-être, un auteur connu, qui a dit quoi, $20, c'est n'importe quoi. Et Elon Musk a répondu individuellement, ça s'est passé sur Twitter, ce qui est quand même complètement fantastique. Il a répondu bon, ok, alors $8. Et donc, pour $8 par mois, vous pouvez avoir la marque. Évidemment, le truc, c'est que ça veut dire que vous pouvez prendre la personnalité de quelqu'un et faire une imitation de quelqu'un pour $8. Vous pouvez faire un message. Et il y a eu des tas et des tas de messages. Donc là, c'est l'échange avec Stephen King. Il y a eu des messages qui ont été faits qui prenaient l'apparence d'entreprise et qui se faisaient passer pour elles et qui donnaient des messages faux. Donc là, par exemple, c'est un faux message d'une fausse. Ça n'est pas l'entreprise Lilipad, qui est une entreprise pharmaceutique aux États-Unis, mais ces gens ont pris leur logo, leur nom et un faux internet, ont payé les $8 pour avoir la marque, que vous voyez à droite, pour dire nous sommes très fiers de vous annoncer qu'insuline est désormais gratuite. L'insuline, vous savez peut-être, c'est une hormone qui est utile pour les personnes diabétiques, qui coûte une fortune aux États-Unis, sur laquelle il y a un gros monopole, et qui peut-être ruine de personnes. Et ben, le simple fait de mettre ce message-là,
de la part d'un compte qui était vérifié, ça a induit en erreur des personnes et ça a relancé le débat aux États-Unis sur pourquoi est-ce que l'insuline coûte si cher. Parce qu'en fait, l'insuline coûte 10 fois plus cher là-bas qu'en Europe. Et en Europe, en plus, c'est la remboursée, en France, c'est la remboursée. Donc, ils ont dû mettre un message pour dire nous nous excusons pour toutes les personnes qui ont été trompées par un message d'une fausse entreprise. Notre vrai compte, c'est celui-ci. Ce message-là a été immédiatement imité par des dizaines de faux comptes qui ont mis exactement le message avec leur propre nom Twitter. Et la conséquence directe, c'est que l'action du PAD s'est effondrée en bourse immédiatement suite à ce message-là, parce que les débats sur le prix de l'insuline sont en fait des débats qui coûtent cher en termes d'image de marque aux entreprises qui, le reste du temps, se foutent beaucoup d'argent là-dessus. Ça a eu comme effet aussi que pour atténuer la polémique, l'entreprise en question a mis en place un plan de financement d'insuline pour les personnes pauvres. Donc en fait, c'est une grosse blague et ça aurait pas dû, mais ça a eu des conséquences heureuses au final quand même. Il y a eu des tas de messages parodiques qui ont été publiés, ça a duré 3 jours, le truc a été remis en arrière parce que c'était juste pas possible. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées depuis, là ce dont je parle, ça s'est passé en quelques jours, en octobre, hein, c'était juste après le rachat. Globalement, les choses ne vont pas vraiment mieux aujourd'hui, on pense que l'infrastructure Twitter risque de s'effondrer du jour au lendemain, ce qui est en fait un problème, puisque indépendamment de ce qu'on peut penser du réseau social en question et sa qualité, en fait il était utilisé par des gens, et il a été rendu non viable à terme. En fait, le réseau social Twitter ne peut pas continuer à fonctionner parce que simplement il coûte plus cher que ce qu'il rapporte, donc à un moment donné il va cesser de fonctionner. Entre temps, Elon Musk a rencontré des difficultés judiciaires parce qu'il y a des actionnaires de Tesla qui se sont posé la question de savoir pourquoi on paye aussi cher un PDG pour qu'il dorme, travaille et fonctionne uniquement au siège de Twitter et qu'il n'en sorte jamais. Et qu'à un moment donné, si on paye un PDG pour Tesla, qui est une entreprise qui cote en bourse, c'est aussi pour que travaille un peu pour Tesla et pas juste là gérer des trucs à côté. Donc il a eu des actions judiciaires, etc. Vous pourrez aller suivre ça. Bon, avec tout ça, je vous ai parlé beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien. Je vais maintenant revenir sur des choses qu'on peut faire pour éviter les problèmes dont j'ai parlé. Donc assez rapidement, le premier truc que vous pouvez faire, c'est qu'il existe un réseau anonyme qui s'appelle Tor. Tor, c'est un système chiffré. Le principe, c'est que vous avez des nœuds, des relais Tor qui existent, qui vont la liste publique. Et vous pouvez vouloir communiquer, vous êtes en bas à gauche, vous voulez communiquer avec le truc en bas à droite. Ce que vous allez faire, quand vous envoyez un message sur Tor, c'est que vous choisissez 3 relais au milieu, et vous allez faire suivre le chemin, et vous allez dire, envoyer le message au premier relais, qui va le transmettre au deuxième, qui va le transmettre au troisième, qui va le transmettre à la sortie, et puis ça va prendre le chemin inverse pour revenir chez vous. Mais vous allez enrober chaque message dans des couches et des couches de cryptographie. Vous chiffrez le message, vous chiffrez les résultats, vous chiffrez les résultats, etc. Votre message est envoyé vers le premier relais. Le premier relais va être le seul qui sait déchiffrer la couche externe de cryptographie que vous avez mise, donc il va retirer la couche externe de cryptographie. En retirant la couche externe, il va trouver le message avec une couche de moins, et il va voir quel est le destinataire suivant sur la liste. Il va l'envoyer au destinataire suivant, qui sera le seul à pouvoir retirer la couche externe de cryptographie, qui va l'envoyer du relais suivant. Le relais suivant enlève la dernière couche de cryptographie, voit le contenu du message, l'envoie au destinataire, et fait passer le message exactement dans le sens inverse, en remettant les couches de cryptographie qui vont. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que le premier relais, il sait qui vous êtes, mais il sait ni à qui vous voulez parler, ni ce que vous avez envoyé comme contenu. Le dernier relais, il sait ce que vous avez envoyé comme contenu, mais il n'a aucun moyen de savoir qui vous êtes. Et le relais du milieu, il sait rien, il est juste là pour brouiller encore plus les pistes. D'accord? Voilà. Utiliser Tor est légal, vous n'avez aucun problème pour le faire, vous avez le droit de dire que vous voulez contacter un site web sans que le site web puisse savoir qui vous êtes ou à qui vous voulez parler ou ce que vous voulez envoyer. C'est pas illégal d'utiliser des systèmes anonymes sur Internet. Alors par contre, si vous faites des choses illégales avec, là ça devient légal évidemment. Mais, par exemple, quand vous consultez votre site ou votre banque, là, vous n'avez pas forcément envie que votre banque sache où vous êtes, à quel moment vous les contactez. Donc vous avez le droit d'utiliser Tor pour les empêcher de savoir ça. Comme c'est un peu compliqué d'utiliser Tor avec Firefox, ce qu'ont fait l'équipe de Tor, c'est qu'ils ont créé un navigateur web qui s'appelle Tor Browser, qui est basé sur Firefox, ça ressemble un peu, dans lequel vous avez un menu oignon, parce que Tor ça veut dire des oignons à cause des couches, hein, parce que si vous avez vu Shrek, vous savez qu'il y a des oignons des couches. Donc là par exemple, ce que vous voyez, c'est que en fait, j'utilise 3 relais, dont 2 sont en Allemagne et 1 est en France avant de sortir sur le réseau, et donc mes requêtes passent par ces 3 relais avant d'arriver sur le réseau, et chaque onglet est indépendant des autres. Donc vous n'avez pas la possibilité d'être suivi sur des cookies, même dans le navigateur, vous changez. Les cookies ne peuvent pas vous suivre d'un onglet à l'autre, donc c'est fait pour vraiment vous protéger de fuite d'informations. Évidemment, si vous utilisez ça pour vous connecter sur un réseau social sur lequel vous allez mettre votre login, votre nom, votre prénom et machin, vous n'avez plus la même.
savoir ce que vous voulez. Je vous recommande en général d'utiliser un bon navigateur. J'ai déjà fait de la pub, moi j'utilise Firefox, je vous recommande d'utiliser Firefox, qui n'est pas de problème. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent peut-être Brave, j'ai rien de mal à en dire, même s'ils sont basés sur le même moteur que Chrome, en fait ils ne seront pas soumis au manifeste V3 parce que leur système de blocage de publicité est en surcouche. C'est pas dans une extension, donc comme leur blocage de publicité est déjà intégré, si vous utilisez Brave, donc il n'y aura pas a priori de problème. Quel que soit le navigateur que vous utilisez, je vous recommande d'utiliser des bloqueurs de publicité. Donc, moi, je recommande Adblock parce qu'il fonctionne bien. Adblock Plus avait un problème parce qu'à un moment donné, il se faisait payer par des entreprises pour laisser passer leur publicité. Donc, ça casse un peu l'intérêt du truc. Et j'ai pas envie de voir ça, mais Adblock, c'est un logiciel libre, donc vous pouvez l'utiliser. Je recommande en général d'éviter de passer par des grosses compagnies. Donc, j'ai parlé de Google, de Big Tech, de Google, Facebook, Twitter, etc. Moi, je vous recommande plutôt d'utiliser des trucs qui sont moins connus. Alors, Quant, c'est peut-être un peu daté, parce que je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de recommander Quant, ils ont eu des problèmes récemment. Je ne sais pas exactement quoi les questions, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Les chatons, c'est le collectif d'hébergeurs autonomes, j'ai oublié ce que veut dire, le T ouvert, neutre et solidaire. C'est des associations qui fournissent des serveurs pour avoir des services dessus. Donc, par exemple, vous connaissez truc pour choisir des dates Doodle. Quand vous choisissez une date, quand vous faites un sondage pour choisir une date, mais en fait, il y a un truc équivalent qui va être hébergé par plein de chatons qui s'appelle l'équivalent, et vous pouvez utiliser ces services-là plutôt que passer par Google. Ça évite de centraliser trop d'informations sur vous. En règle générale, si je dois donner un conseil, c'est n'espérez pas vous passer, si vous avez utilisé les produits Google, n'espérez pas vous en passer du jour au lendemain, c'est compliqué. Par contre, prenez le temps de temps en temps d'aller voir les chatons, d'aller voir les services qui sont proposés et vous dire, en fait, si à un moment donné vous pouvez faire la transition, passer sur un autre service, faites-le à ce moment-là. Faites-le progressivement. Moi, il m'a fallu du temps, même si je suis très très opposé à l'utilisation de services Google, en fait, il m'a fallu plusieurs années pour arriver à passer complètement de Google, ne serait-ce que parce que j'ai un téléphone Android et que mes contacts c'est enregistré sur mon compte Gmail. Vous voyez, en fait, j'ai pu le faire progressivement. Un jour, je me suis posé, j'ai dit, là j'en ai marre, je change. Mais faites-le progressivement. Essayez de réduire votre dépendance à ces serveurs. Alors, dans la catégorie, vous avez sans doute entendu parler maintenant, mais Mastodon, ça fait des années que j'en parle. Et à l'époque, c'était pas connu, mais Mastodon, c'est un système de microblogging, donc c'est une alternative à Twitter. Et en fait, le fonctionnement est à peu près le même, sauf que chaque instance de Mastodon est indépendante des autres. Donc, vous ne dépendez pas des règles de modération qui sont mises en place à un niveau centralisé. Et ça veut dire que vous pouvez dire individuellement ou au niveau de l'instance sur laquelle vous êtes que cette instance refuse de communiquer avec une autre instance. Par exemple, si vous avez une instance qui propage des messages nazis, vous avez le droit de dire je ne veux pas l'avoir, ou l'administrateur de l'instance sur laquelle vous êtes peut vous dire je ne veux pas vous l'avoir. Donc il y a plein de règles de modération. Je ne vous recommande pas de mettre en place votre instance Mastodon parce que les règles de modération sont en fait des règles qui sont complexes. Ça nécessite en fait à la fois des compétences techniques et des compétences juridiques et sociales, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, il y en a plein qui existent et vous pouvez vous créer un compte sur Mastodon si ça vous intéresse et aller voir les gens qui sont dessus. Nextcloud, c'est un serveur d'hébergement de fichiers. Il y en a sans doute parmi vous, ceux qui ont un monsieur Fleck comme prof, qui connaissent les équivalents GitLab, quelque chose qui est utilisé. C'est aussi des choses qu'on peut recommander parce que ça fonctionne bien. Donc voilà, vous avez tout plein de petits logiciels que vous pouvez installer localement qui sont pratiques. Et puis, en règle générale, si vous en avez la possibilité, je recommande de chiffrer vos communications. Par exemple, si vous utilisez un webmail, ProtonMail ne retient que les mails chiffrés sur leur serveur et ils sont déchiffrés à la volée par votre navigateur quand vous les chargez. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lire vos communications parce que simplement ils ne les ont pas en clair sur leur serveur. Si vous voulez communiquer avec des gens, je vous recommande Signal, qui est l'application de communication avec chiffrement bout en bout, qui est beaucoup plus fiable plus fiable en termes de sécurité que ne le sont WhatsApp, Messenger, Telegram, etc. En fait, c'est un logiciel libre. Le contenu cryptographique a été validé par des chercheurs et des chercheuses en informatique théorique, et les protocoles fonctionnent bien, et ça permet d'avoir du chiffrement de bout en bout par exemple. Chiffrement de bout en bout, ça veut dire que vous communiquez en passant par un serveur, mais que le serveur ne peut pas déchiffrer vos communications. Les gens qui possèdent Signal ne peuvent pas lire le message que vous envoyez, contrairement à ce qui se passe sur Messenger, WhatsApp, Telegram, etc. Au moins par défaut. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais dire. Je suis évidemment disponible si vous avez des questions, et j'en profite aussi pour vous dire, j'ai imprimé un petit résumé Monsieur Fleck a imprimé un petit résumé
qui est marqué ici, et vous pouvez le prendre en sortant sur la feuille. Donc vous aurez dessus un résumé des informations principales qui sont dessus, comme ça vous ne partez pas avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Ouais. Est-ce que vous pensez que Internet va tomber dans le découverte ou alors ça va. Enfin, est-ce que Internet va devenir une sorte de détruire? Alors, c'est une question compliquée. C'est-à-dire, j'aurais tendance à penser qu'Internet est extrêmement résilient. C'est-à-dire, tous les pannes et tous les problèmes dont j'ai parlé, en fait, se résolvent généralement en quelques heures, quelques jours, quelques semaines. C'est-à-dire, plus un problème va avoir des conséquences, et plus il y a de personnes, il y a un nombre important de personnes qui va se mettre dessus pour essayer de le réparer. Donc, de ce point de vue-là, en général, il y a peu de chances qu'Internet soit cassé. Maintenant, il y a un truc très simple qui peut casser Internet de manière durable, c'est s'il n'y a plus de pétrole. S'il n'y a plus de pétrole, on n'a plus à trouver des ressources matières premières pour construire des ordinateurs. Il n'y aura plus d'Internet en particulier. Internet résistera sans doute plus longtemps que d'autres choses parce qu'il peut fonctionner avec des très vieilles machines, des trucs comme ça. Et si à un moment donné vous avez une grosse crise, Internet sera cassé. Et à mon avis, c'est le plus vraisemblable pour une grosse crise d'Internet, c'est que les ordinateurs ne soient plus faciles à construire. Mais je ne suis pas du tout expert de cette question. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Moi, j'ai vu une partie où vous avez parlé des grosses entreprises, tout ça, et par exemple Apple, est-ce que c'est mieux que Google en termes de sécurité des services qu'ils proposent Alors, ce qu'il faut retenir, c'est pas vraiment que je dis du mal d'une entreprise en disant cette entreprise-là, il faut la fuir. Et en particulier, dans le cas d'Apple, je ne vais pas vous dire n'achetez jamais un iPhone. Ce serait complètement hors du cadre de ce qui vous intéresse. Je ne sais pas pourquoi je dirais ça. Ce que je peux dire par contre, c'est que si à l'intérieur d'une entreprise, par exemple, tout le monde est équipé avec du Apple, alors s'il y a un bug qui affecte Apple, dans ce cas-là, tous les employés peuvent se retrouver à avoir un matériel défectueux simultanément. Et ça peut être un problème. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a trouvé un bug dans les produits Apple, donc tous, les iPhones, les iPads et les MacBooks, et les serveurs Apple, qui était fait que si vous essayez d'afficher un caractère particulier dans une langue qui s'appelle le Telugu, qui est une langue parlée par environ 60 millions de personnes en Inde, qui a un caractère un peu particulier qui en fait n'existe pas dans cette langue. C'est un caractère pour lequel il fallait rajouter quelque chose, ça faisait planter le moteur d'affichage de votre appareil. Et ça le faisait planter à un niveau tel que tant que le caractère est affiché, votre appareil ne pouvait plus fonctionner. Et dans le cas de certains téléphones, il est possible même de faire en sorte que les appareils passent en reboot infini. Il a fallu 48 heures pour qu'un reboot soit appliqué, donc c'est allé vite, vous voyez, et puis maintenant c'est plus vulnérable. Mais ça veut dire que si quelqu'un connaissait l'existence d'un tel bug et sait que dans une entreprise, connaît les numéros de téléphone des personnes dans l'entreprise, ou les adresses IP ou quelque chose, ou les adresses mail, et c'est exactement ce que c'est, et en envoyant un SMS ou un mail ou quelque chose à toutes les personnes de l'entreprise, vous faites fermer l'entreprise. Enfin, vous pouvez clore leur système informatique, potentiellement durablement, parce que pour pouvoir appliquer le correctif de bug, il fallait que les machines soient en état de fonctionner. Donc, si vous les faites passer dans du bout de cycle, enfin, cycle de bout continu, en fait, les machines sont perdues, quoi. Donc, vous pouvez avoir des actions extrêmement dangereuses sur la maison. Donc, c'est pareil. Est-ce que Apple est plus buggé que Microsoft ou que Linux? C'est pas tellement la question. C'est juste, si vous avez que du matériel Apple, alors vous êtes vulnérable. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que certains employeurs pouvaient remonter via les sites qui avaient été consultés par certaines. C'est possible de voir si certaines personnes n'avaient pas le monde consulter des sites précédents. Alors, oui. Mais est-ce que vous savez du coup ce genre de démarche inverse Alors, a priori, on espère pas trop, parce que l'idée c'est qu'on n'a pas envie de pouvoir être surveillé quand on va sur Internet. J'ai mentionné l'exemple des employeurs, et en fait, vous ne savez pas encore, mais vous travaillerez dans l'informatique un peu plus tard pour 95% d'entre vous. Vous faites surtout des maths et de la physique aujourd'hui, en fait. Vous faites de l'informatique à haute dose, pour la plupart d'entre vous, quand vous serez en école et quand vous serez dans l'école professionnelle. Il est possible que certains d'entre vous veuillez être recrutés par un fournisseur d'accès, par exemple. Être recruté par Free. Free voit passer vos requêtes DNS. C'est à la fois un employeur et un fournisseur d'accès. Pour vous, ça peut être une vie. Et si Free se fait pirater, les données de votre navigation peuvent se retrouver dans la nature. Donc c'est toujours pareil en fait. C'est au départ, on espère que non, on espère que le fournisseur d'accès va ni utiliser ces données, ni les conserver, ni les transmettre. Mais en fait, la transmission des données, leur conservation, vous ne pouvez pas le garantir. L'utilisation, c'est encore pire. Et la transmission, ils ne peuvent pas le contrôler non plus, parce que s'ils sont piratés, les données sont trouvées ailleurs.
Donc c'est difficile de vous le dire comme ça, mais quand on fait de la protection de données individuelles, on ne peut pas négliger la possibilité que le site se fasse pirater. Donc c'est-à-dire un truc qui est théoriquement sûr, on ne peut pas, enfin théoriquement pas utilisable à la modélisation en tout cas, on ne peut pas garantir que les données restent cloisonnées dans l'espace où elles sont stockées. Et il y a d'ailleurs dans le RGPD, que vous connaissez, vous avez certainement déjà entendu de citation, le règlement général de protection des données européen, il y a des règles qui obligent justement les gens à réagir de manière convenable en cas de piratage et de chute de données vers l'extérieur. Pour cette raison. Vous avez parlé de tout chemin de faire l'information qu'on fait d'un ordinateur à un autre. Mais concrètement, par exemple, si là je veux communiquer avec quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, par mon téléphone, quel chemin fait concrètement l'information? Donc la question c'est quelle information va être suivie par un message qui sera envoyé depuis un téléphone portable jusqu'à un autre endroit dans le monde. Alors, en fait, chaque nœud interne, il y a un système de routage. Le système de routage, il ne peut pas connaître la totalité de la topologie du réseau pour savoir par où aller, sans compter que cette topologie, elle change en permanence. Ce dont je ne vous ai pas parlé en plus, c'est que les câbles sous-marins, il y en a régulièrement qui sont rajoutés. Google, par exemple, installe ses propres câbles sous-marins et il peut potentiellement surveiller ce qui passe dessus. Donc, il y a des modifications à plusieurs niveaux. En fait, chaque nœud du réseau, chaque nœud du graphe, a ce qu'on appelle une table de routage qui lui dit en gros à quelle distance il est de n'importe quelle personne et dans quelle direction il faut aller pour se rapprocher de n'importe quelle personne sur la table. Donc il y a des règles de routage un peu automatiques. Par exemple, les 51-115 qui sont des serveurs qui appartiennent à une société qui s'appelle Online, les 51.15 ils vont être à plusieurs endroits et donc si vous avez un message qui doit aller pour 51.15 pour quelque chose, il suffit de regarder 51.15 pour en général savoir à peu près dans quelle direction aller pour avoir la suite. Et ensuite, le protocole qui gère ça, c'est un protocole qui s'appelle BGP, dont je ne parle plus, j'en parlais il y a quelques années, mais maintenant j'ai décidé de libérer tout cette technique. Le protocole BGP fait que deux machines qui sont proches vont s'échanger leur table de routage pour les mettre à jour. Si un câble a été rajouté, vous rajoutez l'information du câble sur une machine et l'information va se propager petit à petit au reste du réseau, qui du coup va se mettre à utiliser le câble pour acheminer les données dans le réseau. Après, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais du coup, pour aller jusqu'aux États-Unis, vous allez passer par, d'ici sur le téléphone, vous allez passer par l'antenne relais 4G, si vous êtes relié en 4G la plus proche, qui ensuite est reliée elle-même au répartiteur de fournisseur d'accès que vous utilisez, qui va faire remonter l'information sans doute vers un point assez proche de la côte, passer par une fibre optique, arriver de l'autre côté, et de l'autre côté, ce sera acheminé soit par le réseau de votre destinataire, soit par un réseau prestataire qu'on appelle des backbones, qui servent à transmettre des informations de service en service, en gros, qui s'occupe de faire l'acheminement d'informations, et jusqu'à ce qu'il arrive chez votre prestataire, qui lui ensuite le fera arriver, enfin, votre destinataire, qui lui ensuite le fera arriver jusqu'à la destination finale. Ouais. Concernant justement à la monétisation des États-Unis, est-ce que vous pensez que l'Europe a des actions concrètes justement aujourd'hui par rapport à cette monétisation? Je ne saurais pas trop vous dire. J'ai l'impression que pour le moment, la stratégie qui est utilisée en Europe, c'est principalement de dire regardons ce qui a marché il y a 10 ans aux États-Unis et essayons de faire pareil. Quant, c'est un peu ça. Quant, c'est la création d'un moteur de recherche longtemps après Google. À chaque fois que vous entendez parler de volonté nationale de créer une entreprise, un truc national pour garantir l'autonomie de la France vis-à-vis de ressources techniques, en général, il s'agit de copier des plateformes qui existaient ailleurs, qui existaient avant, ailleurs et en moins bien. Donc, vous avez, à un moment donné, les gens se sont réveillés, se sont dit, ce serait bien qu'on ait des plateformes d'hébergement de contenu vidéo. Il y a eu Dailymotion qui a été créé, mais globalement, entre Dailymotion et YouTube, il y en a un qui est utilisé et l'autre beaucoup moins. À un moment, les gens se sont mis à faire du cloud computing et ce qu'on appelle du calcul en nuage en français. Et les gens se sont dit qu'il faudrait avoir une autonomie du point de vue du cloud computing en France et des règlements là-dessus, mais globalement, ça ne marche pas si bien que ça. Et vous n'avez pas de garantie sur le fait que vos données soient traitées par des serveurs qui sont situés en France, y compris les données des OMT dans certaines académies ou les données médicales dans certains hôpitaux. Alors, elles doivent rester en Europe, mais c'est auprès de prestataires qui s'appelle Microsoft. Donc, voilà. Et il n'y a pas de. C'est difficile, en fait, et là, en ce moment, ils sont en train de dire que ce serait très bien que les entreprises françaises développent des outils d'intelligence artificielle pour faire le lien avec ChatGPT. Bon, c'est des choses qui sont. Où on a toujours l'impression d'être un peu à la traîne. Je ne sais pas exactement ce que ça voudrait dire prendre de l'avance sur ça.
je sais pas. Après, si vous me demandez ce qu'il faudrait faire, moi ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut renforcer l'enseignement de l'informatique à tous les niveaux dans l'éducation. Mais je suis intéressé en disant ça, je suis prof d'informatique. Donc moi j'ai envie d'avoir des élèves en face de moi qui soient compétents, qui aient été formés depuis le début. Et ça ne reprend pas exactement le chemin. Hein. Vous savez que cette année, depuis l'an dernier, il y a une heure de moins d'informatique au premier semestre que ensuite. Bref, il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter, mais on pourrait penser que l'enseignement d'informatique n'est pas exactement au niveau où on pourrait l'espérer. Ça pourrait être une piste d'action. Bien, s'il y a pas d'autres questions, je vous remercie encore beaucoup d'être venus. N'oubliez pas de prendre le flyer en sortant et je vous souhaite une très bonne après-midi, une bonne fin de semaine.